Salut à tous, c'est Sully Perfecten, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la grande vidéo preview de WWE SummerSlam 2021. Un pay-per-view très attendu, puisque c'est quand même le deuxième pay-per-view de l'année, hein. En général c'est ce qu'on dit, derrière WrestleMania. Maintenant la carte, bon, il y a à boire et à manger on va dire. Les build-up comme d'habitude, hein, il y a beaucoup de choses à dire, hein, et surtout en mal, hein, malheureusement, hein, c'est un peu c'est le pain quotidien hein, de la VVE, hein. Malheureusement, on commence à s'y faire. Le lieu, hein, l'Allegiant Stadium, hein, comme vous pouvez le voir à l'écran, un très très bel écrin, je trouve, à Las Vegas. Hein, c'est l'enceinte des Raiders de Las Vegas. Hein. C'est vrai que moi j'étais plutôt habitué à l'époque aux Raiders de Los Angeles, voire aux Raiders d'Oakland, hein, au football américain. Mais oui, ils sont partis maintenant du côté de Las Vegas et leur enceinte, et je la trouve plutôt moderne. Elle est plutôt jolie. Ça rappelle un peu un aspirateur robot, un peu. C'est très moderne. Moi, je l'aime bien cette enceinte. Bref, l'horaire, hein, c'est 1 heure du matin le kick-off et 2 heures du matin le pay-per-view. Voilà pour les horaires. La carte est quand même assez épaisse, hein, puisque ils ont ajouté 2 matchs hier à Raw, donc on en avait déjà 8, donc maintenant ça fait 10 matchs sur la carte. Ça fait beaucoup. Je pense qu'on ne rajoutera pas de matchs, puisque là, avec 10 matchs, on a largement assez, même si un petit déficit du côté de SmackDown, puisque ils n'ont que 4 matchs, et Raw en a 6. Maintenant, bon, ils vont pas, certainement pas en ajouter 2 du côté de SmackDown. Je pense qu'il y a déjà à faire, il y a déjà assez à faire comme ça. Je pense que du coup, ils vont reléguer l'un des 10 matchs en kick-off, je le vois comme ça, notamment peut-être le prochain dont je vais parler, qui sera potentiellement celui-ci. Les autres, je pense qu'ils ont quand même un certain star power. Je pense pas qu'ils vont être rétrogradés. Le Usos Mysterio, par exemple, ils ont déjà été en kick-off au Money in the Bank, donc le pay-per-view précédent. Donc, je ne pense pas qu'ils aient à nouveau le kick-off pour SummerSlam. Bref, voilà, on a, je pense, la carte complète. Et puis bon, s'ils en rajoutent un, ils en rajouteront un, hein. Voilà, s'ils mettent un truc avec Morrison et le Miz, c'est bien possible parce qu'ils ont visiblement à Raw, ils ont parlé de leur présence à SummerSlam, mais ce sera peut-être plus pour un segment que pour un match. Ça, je le vois comme ça. D'autant plus que j'ai aussi vu que le champion olympique de lutte, là, la nouvelle star, la Gable Stevenson, qui est très suivi par la VVE déjà, a dit qu'il serait à SummerSlam. Donc je me demande s'il va pas y avoir un segment entre Morrison, le Miz et Gable Stevenson qui va peut-être encore foutre la honte aux deux, va les humilier pour avoir un petit segment à base de dripstick, hein, bien évidemment. Il va prendre de l'eau, il va se prendre de l'eau dans la gueule, il va pas aimer ça, et puis il va leur faire la misère, un truc comme ça. Bref, allez, on va passer tout de suite au premier match, hein. On va commencer par le moins intéressant. Alexa Bliss contre Eva Marie. Oui! Oh, je l'attendais ce match, je l'attendais l'officialisation de ce match pour SummerSlam. Hein, ça traînait. Je me demandais, hein, j'étais vraiment inquiet encore. Hier, je me suis demandé, mais est-ce qu'ils vont le booker enfin ce match pour SummerSlam? J'étais très inquiet, très inquiet. Et ça y est, ouf, on peut respirer, ça y est, on peut souffler. Ouf, ils l'ont mis. Je plaisante, hein, bien évidemment, parce que ça c'est l'une des horreurs d'Euro, hein, l'une des grosses horreurs d'Euro. Il y en a plusieurs, mais celle-là, elle est quand même bien placée tout en haut de la liste, hein, ça c'est sûr. Bon voilà, c'est toujours Bliss et sa poupée Lily, hein, qui terrorise notamment Doudrop là, et qui est un peu naïve, hein, évidemment, qui se fait malmener semaine après semaine par Eva Marie, mais qui ne se rebelle jamais. Ça, je comprends pas trop pourquoi elle se rebelle pas. Ça commence à faire un petit moment. Doudrop avait affronté Alexa Bliss la semaine dernière, et puis bon, il y avait Lily qui était postée là sur le poteau, et on a eu un petit effet spécial là, avec un clin d'œil de Lily. Doudrop a été distraite, victoire par roll-up d'Alexa Bliss, et hier à Raw, donc Eva Marie évidemment n'a pas apprécié cette défaite, hein, elle l'a fait savoir à Doudrop, et donc elle lui a sommé d'aller récupérer Lily, hein, puisque Alexa Bliss se trouvait dans son terrain de jeu, dans son playground, et donc elle lui a demandé d'aller récupérer cette fichue poupée. Doudrop s'est exécuté, elle l'a prise, sauf que visiblement on l'a pas vu, hein, c'était caché, mais il y a eu un regard visiblement qui faisait un peu flipper de la part de Lily envers Doudrop. Du coup, Bliss lui a dit:
Si j'étais toi, je rendrais je rendrais cette poupée, hein, je la lâcherais. Et c'est effectivement ce qu'elle a fait. Elle a rendu Lily à Alexa Bliss. Elle est partie. Eva Marie, bah, elle a vu ça. Elle a vu que Doudrop était reparti bredouille. Qu'est-ce que t'as branlé? Et du coup, elle lui a foutu 2 gifles, tout simplement. De toute façon, Alexa Bliss aussi avait évoqué SummerSlam. Donc les deux vont se retrouver. Et effectivement, ils ont officialisé le match. Alexa Bliss contre Eva Marie. Quelle merde! Quelle storyline de merde! Je suis pas du tout la cible. Je ne suis pas du tout la cible. Hein. Certes, ça va un peu moins dans le what the fuck avec Alexa Bliss, hein, puisqu'on a retiré tout ce qui est effets spéciaux, boules de feu et compagnie, et puis liquide noir. Mais ça reste un personnage un peu creepy, avec une poupée, voilà, qui fait. C'est un peu plus enfantin, on va dire. Ils ont rendu ça un petit peu plus humain, mais c'est cucul la praline, quoi. C'est vraiment. Faut vraiment être jeune, je pense, faut vraiment être très jeune pour être pour se sentir concerné et investi là-dedans, quoi. Franchement. Donc le pronostic, on va aller vite, hein. Victoire d'Alexa Bliss. Je vais te donner un scénario. Je dirais peut-être que Lily, donc qui va forcément être l'élément central, hein, de la storyline, fait du match. Lily sera là et elle va faire quelque chose, peut-être hypnotiser ou jeter un sort à Doudrop, qui sera probablement dans le coin d'Eva Marie à l'extérieur, et elle va peut-être envoûter, Lily donc va envoûter Doudrop pour que Doudrop fasse quelque chose contre son gré, genre elle va donner un coup ou elle va donner une gifle à Eva Marie pendant le match, et derrière Alexa Bliss va en profiter derrière, je sais pas, peut-être par un roll-up ou je ne sais quoi d'autre, et elle va s'imposer comme ça avec un post-match derrière. Eva Marie qui va bien sûr évidemment à nouveau molester Doudrop, la gifler, quelque chose comme ça, lui dire qu'est-ce que t'as branlé, etc. Et Doudrop qui va continuer à dire mais c'est pas moi, c'est Lily, hein. Donc l'autre évidemment elle va continuer de dire je te crois pas, machin, puisque c'est comme ça depuis le début, hein. Elle croit pas Doudrop, hein, de toute façon par rapport à Lily. Ce qui est un peu con en soi, parce qu'il suffit qu'elle regarde le YouTube ou qu'elle aille sur internet, hein. Eva Marie, elle va voir les images, elle verra bien que Lily avait fait un clin d'œil la semaine dernière, hein, par exemple. Bref, c'est un peu débile. Voilà, et puis ça va peut-être permettre à Doudrop de se rebeller, voilà, d'avoir un post-match comme ça, et puis le public va popper, enfin si je puis dire popper. C'est un bien grand mot, et puis peut-être que va enfin s'affranchir d'Eva Marie, mais je suis même pas sûr que ça arrive à SummerSlam, ça sera peut-être au Raw du lendemain, bref. Mais voilà, bon, c'est Alexa Bliss qui doit s'imposer, je pense, dans ce match. Enfin, en tout cas, je l'espère, parce que bon, Eva Marie, arrêtons, quoi. Arrêtons, et qu'on split cette équipe, si je puis dire, cette association avec Doudrop qui ne mène à rien. Et cette storyline vraiment débile. Allez, victoire d'Alexa Bliss. On passe maintenant au match suivant. Drew McIntyre contre Jinder Mahal. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle cette affiche, hein. On l'attendait depuis un petit moment aussi. Et petite stipulation en plus, Shanky et Veer, donc les deux acolytes de Jinder Mahal, seront bannis du ring. Alors, je l'expliquerai tout à l'heure pourquoi. On va refaire un petit historique de tout ça. Si on revient à ce qui s'est passé après le Money in the Bank, hein, puisqu'on se souvient que McIntyre s'est fait attaquer, hein, par le trio infernal, ce qui avait du coup brisé toute chance à Drew McIntyre d'avoir la mallette et donc d'être encore possiblement champion. Mais maintenant, il ne peut plus. Lashley en plus est toujours champion, donc tant que Lashley est champion, Drew ne peut plus concourir pour le titre, hein, de Raw. Donc on avait Jinder Mahal, hein, dans le Raw post Money in the Bank, qui était sur le ring avec ses deux acolytes, hein. Mahal qui disait que c'était son anniversaire, hein, c'était le 19 juillet. Et puis en plus Drew McIntyre n'a pas la mallette Money in the Bank, donc McIntyre lui a pris des chances à lui. Donc Mahal dit que McIntyre, certes il est intelligent, mais à la fin il faut payer, comme ce qui est arrivé au Money in the Bank. Donc Mahal dit que McIntyre n'aura plus de chance pour le titre VVE tant que Lashley sera champion. C'est le moment de célébrer cette journée. Shanky commence à lui chanter un joyeux anniversaire en indien, mais McIntyre arrive avec une chaise pour les frapper dans le dos. Mahal et Veer prennent la fuite, mais McIntyre commence à rouer de coups Shanky avec sa chaise une bonne trentaine de fois. Alors, ça a été assez rude, hein, quand même comme segment. Le dos de Shanky était bien bleu par la suite, hein, ça c'est sûr. L'euro suivant, le McIntyre qui affronte Veer, hein, en 1 contre 1. Avant le match, il y a Mahal qui arrive et qui dit qu'il est dégoûté par McIntyre et les fans.
Vous étiez tous là, à célébrer là, pendant que McIntyre frappait Shanky avec une chaise encore et encore. Il aimerait donner la chance à McIntyre de s'excuser avant le match, hein. Le McIntyre vire, mais McIntyre ne refuse de s'excuser. Mahal nous présente alors son avocat. Mahal dit qu'ils vont poursuivre McIntyre, ils vont tout lui prendre. Mahal lui donne une seconde chance pour s'excuser. McIntyre lui demande d'arrêter de parler. Il demande aux fans hein, s'ils devraient s'excuser. La foule répond bien sûr que non. McIntyre fait chanter la foule alors. Drew is gonna kill you. Voilà. Le match Drew versus Veer a donc lieu ensuite. Et à la fin du match, Veer prend une chaise. Mais McIntyre lui fait un Claymore sur la chaise donc. Et qui frappe du coup en même temps Veer. Et l'arbitre arrête le match. Et c'est Drew McIntyre qui gagne par DQ. Donc une décision assez étrange, hein. J'aurais plutôt donné la victoire à Veer par DQ. C'était assez bizarre. Après le combat, McIntyre donc attrape l'avocat de Mahal et lui porte un Claymore. Dans l'Euro suivant, Veer et Shanky affrontent McIntyre dans un 2-on-1 handicap match, hein, ma stipulation préférée. À la fin du match, McIntyre se prépare pour son Claymore, mais Mahal entre sur le ring pour le frapper avec une chaise. Évidemment, l'arbitre disqualifie du coup Veer et Shanky. Victoire de Drew donc par DQ. Après le combat, Mahal et ses partenaires donc prennent tous une chaise. McIntyre prend son épée alors et repousse les trois hommes qui sont effrayés là. Et en coulisses, on retrouve Jinder Mahal qui prend la fuite avec son clan. Kevin Patrick lui demande hein, ce qu'ils font. Mahal dit qu'ils doivent partir. McIntyre est un fou, personne n'est en sécurité, il faut partir. McIntyre marche alors avec son épée là en coulisses, son immense épée, et Kevin Patrick l'arrête pour avoir ses commentaires. Et McIntyre dit qu'il a pas encore terminé le boulot. C'est bien que Mahal ait pu s'enfuir, ça lui laisse le temps de décider s'il l'enverra à l'hôpital ou au cimetière. Ce n'est pas une menace, mais une promesse. Hein. Donc c'est quand même un McIntyre qui a quand même pété un câble là, carrément avec son immense épée quoi. On retrouve donc dans le row suivant Corbin, hein, Baron Corbin, et oui, Arrow, qui s'invite pour affronter McIntyre, donc au nom de la fameuse Brand to Brand Invitational hein, qu'on n'avait pas revu depuis longtemps. Kevin Patrick demande alors pourquoi Baron Corbin profite du Brand to Brand Invitational ce soir pour affronter McIntyre. Corbin dit qu'il est dans une mauvaise période, il a besoin d'argent, sa voiture et sa maison hein, ont été saisis par la banque, il doit dormir dans un camion de production. Le risque d'affronter un homme avec une épée vaut la peine si ça peut lui éviter des problèmes d'argent. Et donc c'est Jinder Mahal qui a proposé ce marché à Corbin. Et donc un peu plus tard, Kevin Patrick demande la réaction de McIntyre hein, face au fait que Jinder Mahal est prêt à offrir de l'argent à Corbin. McIntyre dit qu'il ne comprend pas. Devrait-il avoir de la sympathie pour Corbin? Non, Corbin est une personne horrible. Il l'a même vu Corbin battre un sans-abri pour lui voler son chien. Donc Patrick lui demande ses commentaires sur son attaque avec l'épée la semaine d'avant. McIntyre explique l'histoire de sa mère hein, qui devait avorter de lui hein, lorsqu'il était évidemment tout bébé, hein, même pas. Mais elle a finalement tenu le coup. Et si Corbin repousse ses limites, il va sortir cette force d'Angela, hein, qui est le nom de la mère de Drew, qui est décédée d'un cancer, mais aussi donc le nom qu'il a donné du coup à son épée, hein, en hommage à sa mère. J'ai trouvé ça bizarre, hein, même quelque peu maladroit de comparer le sort de sa mère à celui de Corbin dans cette promo. J'ai pas trouvé ça très fin. Le match donc entre Drew et Corbin, hein, à la fin du combat, McIntyre se prépare pour son Claymore, mais Corbin commence à le supplier d'arrêter. McIntyre prend alors le micro et dit que Corbin est pathétique, mais il commence à se sentir mal pour lui quand même. Si les choses vont si mal, de combien d'argent as-tu besoin pour vivre? Manger, prendre une douche, hein, c'est ce qu'il dit à Corbin. Corbin répond 100 000 $. Donc McIntyre évidemment il rigole et il lui demande s'il ne veut pas 200 000 $ ou même 300 000 $. McIntyre lui fait son Claymore hein, avec 100 000, 200 000, 300 000 $. 3, 2, 1. Claymore donc pour le compte de 3. Victoire de Drew McIntyre. Et après le match, Jinder Mahal, Shanky et Veer arrivent en ringside. McIntyre prend alors son épée et le clan de Mahal décide de reculer. Et on en arrive au Raw d'hier où Drew affrontait à nouveau Shanky et Veer dans un 2-on-1 handicap match, le même match qu'il y a 2 semaines. J'en peux plus, je n'en peux plus. C'est le même match et Drew s'impose très facilement en plus avec un Claymore porté sur Shanky. Après le combat, Veer veut voler l'épée de McIntyre, mais McIntyre lui fait
une belly to belly à l'extérieur du ring. McIntyre dit alors, il prend le micro et dit qu'il voit à quel point Mal est terrifié. On dirait que Mal n'aura pas ses amis à SummerSlam, hein. En effet, c'est officiel, puisqu'effectivement, ce 2-on-1 handicap match comportait une stipulation. Si Drew s'imposait, eh bien Shanky Evere serait banni du ring à SummerSlam, et à l'inverse, si Shanky Evere avait gagné ce match, eh bien Drew n'aurait pas pu utiliser son épée, n'aurait pas pu prendre son épée à SummerSlam. Voilà, donc c'était une drôle de stipulation que je n'avais même pas comprise d'ailleurs en direct. Donc en tout cas, Drew a gagné, donc on le sait maintenant, c'est officiel. Shanky Evere sont bannis du ring à SummerSlam. Et McIntyre se moque alors de Shanky en disant que Shanky espère être aussi sexy que lui-même et que Mal perde aussi son match face à lui. McIntyre demande à quoi Mal s'attendait, hein, en lui enlevant sa chance pour Money in the Bank. Il sait comment blesser Mal, il le connaît très bien, hein, ce sont des amis de longue date. À SummerSlam, il va humilier Mal et tout le monde s'en souviendra longtemps. Mais Mal, on sait, c'est un ancien champion VVE, il est dans sa meilleure forme. C'est le moment de sonder la foule. Et là, il s'adresse au public, McIntyre, et pour savoir qui va gagner. Et la foule, bien évidemment, penche et en faveur de McIntyre pour gagner à SummerSlam. Voilà pour le build-up. C'est assez faiblard. La storyline est peu engageante, peu intéressante. J'aime pas vraiment ce qu'ils ont fait là-dessus. Et puis bon, Shanky Evere, les deux là, qui passent vraiment pour des carpettes. Shanky qui est quand même en soi un géant, mais qui est lymphatique, aucun charisme, aucune menace quoi. Shanky c'est un paillasson, et il se prend plus même de coups, il se fait plus humilier que Veer lui-même, qui est pourtant un plus petit gabarit. Certes, il peut être aussi impressionnant de par sa stature, mais il est beaucoup plus petit que Shanky, quoi. Bref, j'aurais aimé, alors je sais que c'était pas possible, je crois, pour des histoires liées au Covid, etc., que Sorav Gurjar, qui était l'ancien partenaire de Veer, pardon, avec dans l'équipe Indus à NXT, hein, qui a fait un vrai flop, qui était quand même un vrai géant, mais qui était baraqué, qui avait quand même beaucoup plus de, je dirais, de prestance que Shanky. C'est dommage que Sorav Gurjar n'ait pas pu continuer dans l'équipe, quoi, en compagnie de Veer. C'est dommage. Bref, on va passer maintenant au pronostic, hein. Le pronostic, alors je vais peut-être vous surprendre. À la base, j'étais parti sur McIntyre, hein. Je me suis dit bon, bah, pas de souci, voilà, il va s'imposer. Mais le fait qu'ils aient ajouté cette stipulation de Shanky et Veer qui sont bannis du ring, j'ai changé d'avis en fait. Je vais peut-être vous surprendre, mais je vais donner la victoire à Jinder Mahal. Oui, oui, je vais donner la victoire à Jinder Mahal. Parce que malheureusement, je pense que cette storyline va continuer. Cette feud va continuer. Pourtant, elle a commencé depuis un petit moment, hein, mine de rien. C'était déjà bien avant Money in the Bank, à peu près autour du mois de juin, que ça a commencé. Et ça s'est étalé sur le mois de juillet. Mais je pense que ça va continuer parce que les forces en présence font que on a l'impression qu'on veut handicaper du coup Jinder Mahal, hein, sans ses copains, et qu'il est quasiment mort. Il n'y a aucune chance. McIntyre va en faire qu'une bouchée. Il peut même pas avoir ses acolytes à côté de lui. Donc là, tout fait croire que Mahal va perdre. Voilà. Et j'espère me tromper. Hein. J'espère vraiment me tromper. Mais j'ai bien peur que le Great Khali fasse son grand retour. Oui, le Great Khali. Le Great Khali pour faire perdre McIntyre. Et oui, et victoire de Mahal derrière. Et peut-être que du coup, il va pouvoir récupérer l'épée Mahal, cette fameuse épée, hein, dont il a tellement envie, hein, Mahal, la récupérer, cette fois la vraie, hein, puisque on l'avait vu il y a quelques semaines. Hein, il pensait l'avoir volée, mais c'était une réplique. Hein, Drew avait été plus malin. Et puis il avait bousillé la moto de Mahal au passage. Voilà, ça c'était les premiers instants de la feud entre Mahal et McIntyre. Mais donc j'ai bien peur que Great Khali fasse son grand retour et qu'on ait par la suite donc un prolongement de la feud donc et le fameux Punjabi Prison Match entre McIntyre et Mahal. Et oui, avec peut-être encore avec Great Khali dans les parages. J'espère pas pour Ketché, quand même pas, je pense pas. Alors, j'ai hésité avec ce scénario parce que le prochain pay-per-view, c'est censé être Clash of Champions, donc au mois de septembre. Clash of Champions étant un pay-per-view dont la particularité est
de n'avoir que des matchs de championnat. Non, tous les titres sont en remise en jeu. Donc je me suis dit, bon bah Punjabi Prison Match, ils vont pas le faire à Clash of Champions du coup. C'est pas un match de championnat. Mais attention, parce que on sait, hein, on le lit et ça semble de plus en plus clair et net, que Crown Jewel est de retour, va être de retour. Donc le show saoudien va être de retour au mois d'octobre. Au sein aussi dans ce pay-per-view, on devrait même avoir les 2 finales de King of the Ring. King of the Ring et Queen of the Ring même. Voilà, ça c'est ce qui se dit. En tout cas, oui, ce pay-per-view semble bien être dans les tuyaux. Et je verrai bien ce Punjabi Prison Match avoir lieu en Arabie Saoudite pour, j'espère, clôturer la rivalité et que McIntyre cette fois-ci s'impose pour avoir un peu ce 50-50 booking, hein, voilà, pour compenser cette défaite de SummerSlam. Voilà un peu la projection vers l'avant de ce qui pourrait se passer. J'espère me tromper pour Great Khali, mais si c'est pas de Great Khali, ben, de toute façon, bon, ils ont viré un géant indien il y a pas longtemps aussi qui était à NXT, donc Giant Zangier, voilà, donc ça ne pas la peine. À moins du grand retour de Sorav Gourjar, mais je pense que non. Donc il reste le Great Khali. Je sens que si bannissent du ring Shankievir, c'est pour avoir autre chose à la place, quoi. Avoir un plan B pour Mahal. Voilà. Et c'est pour ça que malheureusement, je donne la victoire à Jinder Mahal pour avoir une petite surprise quand même dans ce SummerSlam, parce que je pense pas que les résultats soient tous courus d'avance. Donc je pense qu'il va y avoir des petites surprises. Voilà, donc le match va pas être bon. Le match va pas être bon, hein, on va se faire chier, hein, il faut le dire. Mais et la fin risque de nous faire beaucoup rager. Mais je prends le risque, victoire de Jinder Mahal. Match suivant, Sheamus contre Damien Priest pour le titre des États-Unis. Alors, le build-up, il n'y a pas grand-chose, hein. Enfin, il n'y a pas eu grand-chose. On peut revenir en arrière, hein, au Raw du 26 juillet, où Damien Priest était en promo. Et il disait que Sheamus ne méritait pas son titre des États-Unis. Un champion défend son titre, hein, tout simplement. Et Sheamus attaque les gens dans le dos. Il mérite une raclée. Priest dit alors que lorsque Sheamus va l'affronter, il va découvrir qui devrait être le champion. Et Priest, effectivement, affronte Sheamus dans la foulée, donc à Raw, pour avoir une chance d'être challenger numéro 1 en cas de victoire. C'est toujours cette fameuse règle à la con, là, hein, où on est obligé d'affronter le champion pour se mériter un match de championnat, et il faut battre le champion, donc il faut affaiblir le champion pour avoir le droit de l'affronter pour le titre derrière. J'adore. Et bien évidemment, qu'est-ce qui s'est passé? Victoire de Damien Priest qui a battu Sheamus. Donc c'est vraiment une façon bizarre de booker les choses. Bref, mais il avait gagné. Priest avait gagné, et donc c'est comme ça qu'on a su qu'il allait avoir un Priest Sheamus à SummerSlam. Dans le Raw suivant, un Miz TV, hein, puisque évidemment, quand le Miz et Morrison sont là, Priest n'est jamais bien loin. C'est la feud interminable qui, je vous le rappelle, a commencé au Royal Rumble. Hein. C'était il y a bientôt 7 mois. Tirez-moi une balle, quoi. Tirez-moi une balle. Donc, Miz TV, Priest est invité. Il a quelques soucis avec Miz et Morrison, hein, on le sait. Donc, hein, ça s'arrête jamais. Priest dit qu'il était ici pour challenger Sheamus. Mais il va plutôt, donc là, donc je me suis trompé, du coup, il va challenger Sheamus là. Donc le match pour SummerSlam n'était pas encore officiel à ce moment-là. Donc il est là pour challenger Sheamus, mais il va plutôt affronter Morrison ce soir. Priest lance Morrison en bas du ring et s'amuse à asperger le Miz. Super. Priest battra au final Morrison, mais Sheamus va arriver pour attaquer Priest. Ricochet arrive alors pour faire le save et expulser Sheamus du ring. Et on a ensuite un tag match. Priest Ricochet contre Morrison et Sheamus. Victoire au final de Priest et Ricochet grâce à un Hit the Lights, hein, son finisher, donc de Priest sur Morrison. Et Priest aura battu donc Morrison 2 fois de suite, hein, dans ce Raw, il faut le dire. C'est assez étrange. Dans le Raw suivant, Miz et Morrison discutent, hein, de Damien Priest en coulisses. Miz dit qu'il ne peut pas supporter Priest. Sheamus arrive et dit que lui ne peut pas supporter celui avec une tenue ridicule là et une mauvaise catchphrase. Il parle de Morrison. Le fouille merde, hein, John Morrison, qui lui a coûté son match contre Priest. Hein, donc c'était donc dans cette défaite de Sheamus. Morrison dit que Sheamus dérape et il va le faire payer. Miz ramène tout le monde au calme. Sheamus dit qu'il doit s'occuper de Ricochet et Morrison ferait mieux de faire le boulot ce soir contre Priest. Sheamus battra Ricochet avec un Brogue Kick, hein,
C'était un très bon match d'ailleurs. C'était même le meilleur match du Raw de la semaine dernière, hein. C'était un match à voir. Après le match, hein, il y a Priest qui se ramène pour son match face à Morrison, hein, parce qu'on enchaîne les matchs. Nouvelle victoire de Priest, hein, évidemment. Après le combat, Priest quitte le ring pour voler les dripsticks du Miz et asperger Morrison avec. Et Priest s'approche du Miz pour le pousser, mais Miz se relève. Il se lève de sa chaise, parce qu'il est quand même encore en fauteuil roulant, hein, on le sait depuis sa blessure, ça commence à faire quelques mois. Il se lève subitement de sa chaise roulante, et du coup Priest repousse le Miz. Miz réalise alors que tout le monde a vu qu'il n'était plus blessé, et le Miz prend la fuite en courant. Priest prend alors le micro et dit que depuis des mois, on a vu Sheamus ici parler sur ses adversaires. Sheamus arrive alors et dit à Priest de lui parler face à face, en personne. Priest dit que Sheamus insulte les gens comme des déchets, c'est un bully. Comme tous les autres bullies, il va traiter Sheamus de la même manière, mais pour le titre des États-Unis à SummerSlam. Voilà, c'est là que les choses vont s'officialiser. Sheamus dit que Priest joue fort. Il est peut-être un bully, mais la vérité est que son opinion n'est pas importante. Mais à SummerSlam, il va remettre Priest à sa place, car il accepte le défi. Voilà, c'est officiel. Morrison entre sur le ring et Priest lui fait un Brogue Kick, hein, pour se moquer de Sheamus. Priest dit alors, en parlant de Morrison, que ce sera Sheamus à sa place à SummerSlam. Et on en arrive au Raw d'hier, où Priest va battre, je vous le donne en mille, le Miz. Ah, ce match, on l'avait pas vu depuis longtemps, hein. Il le bat sur un Brogue Kick, histoire de provoquer encore Sheamus, qui était au commentaire du match. Et à noter que ce match avait été annoncé par Morrison lui-même, qui avait teasé à nouveau, hein, des tensions entre le Miz et Morrison. Ça y est, ça revient. D'ailleurs, donc avant ce Brogue Kick de Priest, Morrison avait préféré s'en aller, hein, pour laisser tomber le Miz. Donc petite tension encore. Les deux se réconcilieront quand même plus tard en coulisses et le Miz dira que pour SummerSlam, ils peuvent faire une grande chose. Ils peuvent abreuver tout le monde. Et donc on sent qu'il va y avoir peut-être des choses à SummerSlam entre le Miz et Morrison. Et donc peut-être, je vous l'ai dit, peut-être un segment avec Gable Steveson, ça c'est mon idée. Et peut-être encore des graines plantées pour dans cette tension entre le Miz et Morrison, puisque je pense que s'il s'était pas blessé le Miz, on aurait probablement eu un Miz contre Morrison à SummerSlam. C'était comme ça que je voyais les choses à ce moment-là, parce qu'ils avaient vraiment commencé à builder les choses. Donc je pense que, faute d'avoir un match, ils arriveront peut-être du coup à retomber sur leurs pattes et à faire quand même quelque chose d'un peu marquant, peut-être un turn ou voilà, qui est un face turn du coup de Morrison. On verra bien, mais je pense que ce sera plus un segment, quelque chose pour voilà, pour faire une petite pause, hein, entre deux matchs et voilà, faire peut-être réagir un peu la foule. Après le match donc entre Priest et le Miz, Sheamus prendra le micro et dira que Priest est un idiot qui manque de respect. Sheamus lui dit de bien profiter de ce moment puisqu'il s'agira de son dernier. Le titre des USA est son or et ne va jamais toucher le corps de Priest. Priest n'aura plus de tête après SummerSlam. Voilà, là c'est une promesse quand même qui fait flipper. Voilà donc pour le build-up, hein, pas vraiment grand chose d'intéressant et en plus on utilise le Miz et Morrison. Je n'en peux plus de Priest associé à Miz et à Morrison. Ça fait depuis le Rumble qu'ils ont commencé avec Bad Bunny et compagnie. Arrêtez, je n'en peux plus. J'aurais préféré qu'ils fassent un vrai build-up autour de Priest et Sheamus. Et voilà, arrêtons quoi. Arrêtons. À la limite, que l'un affronte l'autre, voilà, des petits combats de coq, on va dire, hein, moi je suis meilleur, et voilà, que Priest perde d'un côté, Morrison de l'autre, et voilà. Mais pas plus que ça. Mais là, ils l'ont utilisé pratiquement toutes les semaines, quoi. Ça m'a énervé. Victoire, pour moi, le pronostic, il est pas si évident, mais je pense que je vais quand même donner le changement de ceinture. Victoire de Damien Priest. Je pense qu'il fait du bon travail, et je pense que c'est une façon de le remercier. Même si voilà, on l'a peu vu avant de lancer sa feud avec Sheamus, il était un peu rentré dans le rang malheureusement. C'est vrai il était un peu blessé aussi, on le savait, il avait catché blessé à WrestleMania, donc je pense qu'il l'avait un peu gardé, mis de côté. Il était plus dans des segments backstage à faire on va dire le pote de Riddle, le pote de Ricochet quoi. Voilà, on le mettait plus dans ce rôle-là. Maintenant bon pote de Cario aussi, voilà, puisque Cario aussi s'était beaucoup fait molester par Sheamus. Ricochet, on a cru qu'il allait rentrer aussi dans le game, et puis bon finalement ça aurait été de courte durée malheureusement pour lui. Bref, donc je donnais la victoire à Priest, donc et puis bon
Voilà, il aura fait son petit run quand même à WrestleMania, depuis WrestleMania chez Sheamus, donc ça fait plus de 4 mois qu'il a le titre. Ce serait pas choquant qu'on change de titre. Voilà. Peut-être une tricherie ou quelque chose comme ça, vu que Sheamus a toujours son épée, donc il a son masque là, donc son masque de protection. Peut-être qu'il va s'en servir, on verra bien. J'espère pas de DQ hein, à cause de ça ou autre chose. Que ça se termine clean. Victoire de Priest pour moi. Je prends ce risque et qu'on parte sur autre chose. J'espère qu'on donnera un bon règne de champion US à Priest, parce que je pense qu'il peut faire de bonnes choses. Il a, je pense, tout ce qu'il faut pour réussir à Monday Night Raw, ou en tout cas dans le main roster en général, même si, bon, bah, effectivement, il est plus tout jeune. Hein, il a pas loin de 40 ans, me semble-t-il. Donc, effectivement, ça arrive un peu tard, c'est arrivé dans le main roster, mais il a le look, il a le in-ring, il a la voix, aussi une voix de stentor. Il a quelque chose, je pense, qui pourrait fonctionner par la suite. Donc maintenant, c'est toujours pareil, il faudrait juste le booker correctement. Mais voilà, donc je prends le risque, victoire de Damien Priest. Allez, on va passer maintenant au match suivant. Match comptant pour les championnats tag team de SmackDown entre les Usos et les Mysterio, hein, Rey et Dominic. Alors le build-up aussi, il est pas très dense. Hein. Si on revient à ce qui s'est passé après le Money in the Bank, hein, donc on se souvient de la prise des titres hein, des Usos en kick-off du Money in the Bank, hein, en trichant un petit peu, hein, puisque bah, c'est un move assez rusé, hein, puisque c'était un roll-up de Jey Uso, mais aidé par les pieds de Jimmy contre le dos de son frère, donc alors que justement Jimmy était sur l'éperon du ring. Et donc dans ce SmackDown, donc post Money in the Bank, Dominic affronte Jimmy Uso et Jimmy fait un roll-up sur Dominic et se fait aider par son frère pour la victoire. Donc exactement le même move comme in the Bank, donc de la hit à nouveau. Lors du SmackDown suivant, Rey Mysterio affronte à son tour Jimmy Uso et Rey fera le tomber sur Jimmy Uso. Hein, il va s'imposer et cette fois-ci c'est Dominic à l'aide de ses pieds qui va pousser aussi son père avec ses pieds pour s'imposer. Donc en copiant exactement la technique des Usos. Dans le SmackDown suivant, Rey Mysterio demande à Dominic hein, pourquoi est-ce qu'il a défié Jey Uso ce soir, puisque effectivement on annonce un Dominic contre Jey Uso. Donc Rey demande à Dominic pourquoi est-ce qu'il a défié Jey. Maintenant qu'ils ont un match de championnat pour SummerSlam, c'est là qu'on l'apprend, effectivement, ils ont donc le match est officialisé pour SummerSlam, et donc Rey dit que maintenant qu'ils ont ce match, donc championnat pour SummerSlam, ils doivent être plus stratégiques, ils ne peuvent pas se permettre de perdre avant SummerSlam. Dominic dit qu'il ne le laissera pas tomber et il va se débrouiller sans l'aide de son père. Et dans ce match, Jey Uso fera un super kick sur Dominic, suivi d'un splash de la troisième corde pour la victoire de Jey Uso. Donc finalement, c'est Jey Uso qui s'impose. Donc là, on est en train de faire à toi à moi hein, les victoires. Hein. C'est un peu comme ça. Et dans le SmackDown suivant, qui était celui de la semaine dernière, les Mysterio n'affrontent pas les Usos, j'espère heureusement, hein, et non pas non plus en match simple, hein, tant mieux. Les Mysterio affrontent Rude et Ziggler, et avant le match, en coulisses, hein, Dominic dit à son père qu'il n'est pas inquiet pour ce soir. Son père lui dit de ne pas être trop confiant. À la fin du match, finalement, les Usos apparaissent sur le Titantron pour distraire les Mysterio, mais Dominic arrive quand même à faire un roll-up sur Robert Roode, alors que juste avant, Rey Mysterio demandait à son fils de faire attention et de ne pas être distrait par les Usos. Et donc après le match, les Usos disent que c'est une grande victoire pour eux, mais qu'ils ne gagneront pas à SummerSlam. Donc voilà, c'était assez étrange puisque du coup Dominic était distrait par les Usos, mais que malgré tout, malgré cette distraction avec les Usos qui étaient sur le grand écran, il a quand même réussi à surprendre lui-même Roode. C'était assez bizarre. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai à vous dire pour le build-up, il n'y a rien. Hein. Il n'y a pas grand chose. Hein. Voilà, bon bah le match il va sûrement être bon. Hein. On l'a vu lors du kick-off de Money in the Bank. Hein. On leur a laissé bon pas énormément de temps, une petite dizaine de minutes. Hein. C'était une durée kick-off, mais c'était plutôt pas mal le match. J'espère que du coup on va l'avoir en carte principale et non pas en kick-off. D'ailleurs j'en ai pas reparlé, donc du coup je pense que l'Eva Marie Alexa Bliss sera en kick-off. Je verrai bien ça en kick-off. Et donc le Uso Mysterio resterait en carte principale. En tout cas, je l'espère. Ce serait quand même moche pour eux que ça arrive en deux fois d'affilée, quoi. Le pronostic, je pense pas qu'il y ait de changement de titre, hein, puisque les Usos ont pris les titres, bah justement, au Win in the Bank. Donc il y a un petit mois de ça. Donc je vois pas pourquoi est-ce qu'ils changeraient à nouveau les titres.
Pourquoi est-ce qu'il changerait à nouveau de propriétaire? Et bah, la Bloodline, hein, toujours la Bloodline, Roman Reigns, les Usos, avec les ceintures. Je pense que c'est toujours ce qu'on est en train de nous montrer. Enfin, même si je trouve que c'est un peu moins le cas actuellement. C'est un peu dommage d'ailleurs. Je trouve que les Usos sont un petit peu plus détachés de Reigns actuellement. Donc j'espère qu'ils vont vite les remettre ensemble pour qu'on nous remette la Bloodline avec toutes les ceintures. C'est quand même ça c'est con, c'est con, parce qu'on on les voyait tout le temps ensemble avant, et les Usos n'étaient pas encore champions à ce moment-là, et c'est maintenant qu'ils sont champions qu'on ne les voit presque plus ensemble. Donc, bah, profitez-en, vous avez les ceintures là. Mettez les trois mecs avec la ceinture, avec chacun une ceinture. C'est une belle image, mais montrez-la quoi. C'est dommage. Donc le match sera bon, mais en termes de storytelling, donc la raison aussi pour laquelle je vais donner les Usos, c'est que on est en train de nous montrer un Rey Mysterio qui, logiquement, est dans son rôle de père, donc un peu de mentor, hein, on va dire de sensei, où il lui prodigue des conseils à son fils, parce que son fils, on a l'impression qu'il est un peu en train de prendre la confiance. Alors, j'irai pas jusqu'à dire la grosse tête, hein, mais attention, ça pourrait venir très vite. Et Rey Mysterio, pardon, dit beaucoup à son fils, attention, faut y aller prudemment, faut avoir une stratégie pour SummerSlam, hein, il faut pas qu'on perde, attention, sois prudent, voilà, prends pas la grosse tête, sois pas trop confiant, voilà, ce genre de conseils. Et Dominique il commence un peu en... Ah, attention, hein, il devient un peu tout fou. Alors est-ce que justement la défaite, c'est pour ça que je donne la victoire des Usos, cette défaite des Mysterio, donc que je pronostique, va pas non plus continuer à alimenter ça et avoir peut-être un Dominique petit à petit qui s'affranchirait de son père, même si à mon humble avis, je pense que ce serait un peu trop tôt pour faire quelque chose, nous raconter une histoire de tension, on va dire, de séparation, de split, et entre le père et le fils, parce que je pense que Dominique est beaucoup trop green, il est pas, voilà, en promo, c'est pas terrible du tout, évidemment, donc ce serait une storyline intéressante, mais qui, je pense, demande d'avoir un peu d'expérience, un peu de bouteille, avoir un bon jeu d'acteur aussi, c'est très personnel, hein, évidemment, mais ça pourrait être facile pour Dominique voilà, de s'affranchir de son père, enfin de faire quelque chose avec, de jouer avec son père, on va dire, hein, vu que c'est son vrai père. Mais néanmoins, ça reste quand même quelque chose qui est quand même qui est très investissant, très engageant émotionnellement. Ça va demander quand même je pense beaucoup plus de bouteilles. Et je pense pas que Dominique soit encore assez expérimenté pour partir là-dessus, vers un split ou une feud ou un truc comme ça. Je pense que l'équipe va continuer. De toute façon, on a encore besoin d'équipes à SmackDown, notamment des équipes face, hein, parce que sinon on a que les Street Profits. Et justement, parlons des Street Profits, qui je pense pourraient être, alors même si on l'a déjà fait, hein, c'est pas nouveau, ils se sont déjà affrontés avec les Usos, mais je pense que les Street Profits pourraient peut-être être les challengers suivants, puisqu'on est en train de les réhabiliter. Montesford s'était blessé pendant un petit moment, on l'avait pas revu, et il est revenu là la semaine dernière. Il y a eu un affrontement là, du coup, avec l'Alpha Academy là. Donc ils ont gagné d'ailleurs, ouais, ils avaient gagné. Donc les Street Profits. Donc peut-être qu'on est. J'ai pas l'impression que la feud soit terminée entre les Street Profits et l'Alpha Academy. Hein. Otis prend pas l'épine, c'est Gable qui prend. Donc Otis est protégé. J'ai l'impression qu'on est en train de continuer la storyline, la feud en tout cas. Mais je pense que pour le coup d'après, peut-être que Street Profits vont revenir dans le game pour affronter les Usos. C'est pour ça aussi que je pense pas que les Mysterio vont prendre les titres samedi. Donc voilà, victoire des Usos et à suivre l'attitude de Dominique qui va dire n'obéira peut-être pas aux directives de son père. Il va peut-être un peu s'affranchir, va peut-être en faire qu'à sa tête. Je pense que c'est surtout là qu'il va falloir regarder comment le match va être raconté. Allez, on va passer maintenant au match suivant, un autre match tag team. AJ Styles et Omos, donc cette fois-ci les champions par équipe d'Euro pour affronter RK Bro. Ça y est, on l'a ce match, hein, qu'on sentait venir depuis un bon moment, hein, c'est sûr. Mais bon, c'est vrai que Orton a été absent pendant allez, grosso modo 2 mois. C'était une très très longue absence. On se demandait ce qui se passait. Et Orton a fait enfin son grand retour la semaine dernière. Donc, on a eu un match qui s'est organisé un peu comme ça lors d'un segment entre AJ Styles et Orton, puisque ça s'est un peu provoqué entre les deux équipes. Mais Orton ne voulait toujours pas revenir
avec Riddle, hein, puisque Riddle avait refait son forcing. Orton ne voulait pas. Mais il allait affronter par contre AJ Styles. Le match a lieu, donc c'est dans le main event. Et Riddle finit quand même par intervenir à l'extérieur sur Omos. Et derrière, Phenomenal Forearm de Styles, mais contré en plein vol par un RKO, un très beau RKO en plein vol d'Orton qui s'impose donc. Là-dessus, un post-match avec Riddle évidemment sur le ring qui veut aller refaire son forcing pour reformer RK Bro. Hein. Le public est assez investi aussi, il aimerait bien aussi que ça se fasse. Et les deux ont l'air de célébrer, donc on a l'air ça a l'air d'être plutôt d'aller dans le bon sens. Mais bon, je l'ai vu venir hein, personnellement. RKO d'Orton sur Riddle. C'est comme ça qu'on finit le show de la semaine dernière. Bon, j'étais pas très inquiet hein, sur ce coup-là. Je me suis jamais dit que RK Bro était terminé, que ça allait feuder entre Riddle et Orton. Non. Pour moi, c'était clair. C'était une façon un peu amicale. C'est sa façon à lui, à Orton, de lui souhaiter la bienvenue, on va dire, de lui dire bonjour, de lui dire voilà comment ça marche avec moi. Voilà, c'est presque un geste d'amour, si je puis dire. C'est son geste d'amour à lui. Voilà, c'est Orton quoi. Voilà, et puis donc hier, on nous avait donc pour l'Euro d'hier, on nous avait annoncé un Omos Orton cette fois-ci. Mais avant cela, donc dans l'opener, on a AJ Styles qui affrontait Riddle et victoire d'AJ Styles. Alors, une petite distraction, mais pas grand-chose. Hein. Riddle qui s'est fait distraire lui-même un peu à dire par Omos. Il était un peu impressionné. Puis derrière, Styles clash. 1, 2, 3, victoire de Styles. À noter que Orton, qui était pourtant là au début du show, enfin dans un segment juste avant le match, il s'était barré avant le match. Hein. Il avait laissé tomber Riddle, hein, qui s'était démerdé tout seul. Voilà. Et donc on a ce match entre... Donc on a Riddle hein, en coulisses qui est complètement... Voilà, pour lui c'est fini, RK Bro est fini. Pourtant, voilà, il y croyait. Bon, il était vraiment tout penaud. Et on a donc ce match entre Orton et Omos. AJ est dans son coin, mais Riddle n'est pas là. Et au final, malheureusement, le match dure pas longtemps. Bon, c'est pas terrible comme match. Victoire d'Orton, mais par DQ, puisque Styles aura donné un coup de pied à l'extérieur à Orton, hein, mais l'arbitre a quand même vu ça. Il a eu le temps de le voir, même si Omos était en train de parler à l'arbitre. Du coup, DQ. Et là, attaque à 2 contre 1 sur Orton, notamment Omos, hein, qui détruit Orton. Il le peut passer contre la barricade, enfin de l'autre côté de la barricade. Il le ramène sur le ring. AJ qui s'apprête à porter un Phenomenal Forearm. Et puis là, la musique de Riddle a retenti. Il arrive sur le ring. Dropkick, hein, il dégage Omos à l'extérieur. Un gros Final Flash, donc un gros coup de genou sur AJ. Donc il fait le save. Et là, cette fois-ci, donc on a une promo. Et là, donc, à nouveau, hein, Riddle, Orton sur le ring. Orton, hein, qui dit oui, je respecte quand même ton obstination, on va dire, ton entêtement, alors que je t'ai dit non à chaque fois, je t'ai repoussé à chaque fois. Donc je respecte ça. Et finalement, il dit RK Bro sont bien de retour. Et là, le public pop, ça fonctionne bien, hein. Vraiment, le public était content. Il y a même un câlin, Orton qui vient faire un câlin de lui-même à Riddle. Riddle, lui, aux anges, il y croit pas. Et il dit oh, Randy, I'm so happy. Voilà, il est super content. Il prend le micro et cette fois-ci, Orton, Omos et AJ qui étaient sur la rampe, hein, de l'autre côté, au bout. Il s'adresse à eux, Riddle, et il dit que maintenant que l'équipe est reformée, que RK Bro sont reformés, je vous défie, je vous challenge pour SummerSlam pour les titres par équipe d'Euro. Et voilà, on officialise donc le match. Voilà, c'était pas une surprise hein, de retrouver RK Bro, hein, puisque comme je vous disais, le segment de la semaine dernière, le RKO de la semaine dernière ne changeait rien à l'affaire. C'était une façon, on va dire, de jouer la montre et aussi de montrer que Orton, c'est quand même quelqu'un d'assez solitaire et voilà, c'est pas facile de fendre l'armure et de l'associer à quelqu'un, hein, parce qu'il l'avait dit dans une promo au début de show d'ailleurs. Il disait je suis quand même l'Apex Predator, hein, Legend Killer, The Viper, 14 fois champion, j'ai besoin de personne quoi. Voilà, c'est ce qu'il disait au début, hein, quand il disait qu'il avait pas besoin de Riddle. Même, voilà, ça a changé après. Mais voilà, donc on sentait que ça allait revenir. Ils ont fait les choses correctement. De toute façon, soyons clairs et nets, c'est la meilleure storyline Arrow depuis plusieurs semaines, hein, sans aucune contestation. C'est la mieux écrite, c'est la plus engageante, la plus intéressante, la plus émouvante même, je dirais. Et le public ne s'y trompe pas, il réagit bien aussi. Ils aiment ce duo assez improbable.
selon les codes assez classiques hein, du clown blanc et de l'Auguste, hein, évidemment. Ce sont des vieilles ficelles qui marchent à tous les coups. Et même si on les a pas beaucoup vus évoluer en tag team, hein, finalement. On les a vus 2-3 fois comme ça. Mais on va dire que l'association des deux, les deux personnages complètement différents, ça marche et ça matche bien, je dirais. Et voilà, moi ça me plaît bien et je pense que je suis pas le seul. Je vois beaucoup de gens dire que c'est la meilleure chose à Raw, que c'est la seule chose intéressante et je suis bien d'accord. Voilà. Pour le pronostic, je vais y aller, hein, je vais aller au bout des choses. C'était quelque chose dont je devais parler il y a au moins 2-3 mois, que pour SummerSlam, on aurait ce match et que on aurait victoire d'Ercabro. Il y avait que ça pour moi comme équipe, hein, parce que New Day, voilà, ils avaient tellement gagné, fallait un peu les laisser de côté. Et là, fallait aller au bout des choses avec Ercabro. C'était la seule équipe possible, vraiment babyface et tout, pour affronter Omos et AJ. Voilà. Et donc, je pense que c'est les seuls qui puissent aussi battre AJ et Omos. Et je pense que c'est ce qui va arriver. On va avoir le feel good moment, je pense, pour voilà célébrer avec les ceintures. Le public va être très content. Et alors évidemment, le pin, il va forcément se faire sur AJ Styles. Hein. Pin sur AJ Styles, je vois absolument pas Omos prendre le pin. C'est un tronc d'arbre qui ne tombe jamais même, il est imbattable. Donc pour l'instant, il est buildé beaucoup trop fort. Omos, il est imprenable. Donc victoire. Donc pour que AJ et Omos perdent les titres, il faut forcément que ça se fasse sur AJ Styles. Voilà. Et puis on verra par la suite. Hein, est-ce que AJ et Omos vont continuer en équipe? Je pense qu'ils vont quand même continuer, hein, parce que voilà, ils vont pas splitter comme ça. Mais ça pourrait être aussi l'occasion pour AJ Styles de repartir peut-être, de retenter un peu sa chance en solo pour le titre suprême. Hein, ça serait pas un mal. Hein, parce qu'effectivement, avec Orton et AJ Styles, plus parti du côté des tag teams, bah, ça faisait quand même deux gros main eventers qui s'en allaient. Hein. D'autant plus que McIntyre, lui, actuellement, il ne peut plus affronter Lashley. Donc ça fait quand même beaucoup de main eventers à Raw qui ne peuvent pas affronter Lashley, ou qui sont bloqués par autre chose. Quoi. Voilà, donc le match sera, je pense, bon, avec du bon storytelling. Je pense que ça peut être vraiment sympa comme match. Et la fin peut être vraiment voilà, assez émouvante. Je pense qu'on peut avoir un très bon moment ça sera un des bons moments de SummerSlam, si en tout cas on se dirige bien vers une victoire derrière Cabro. Voilà, je pense qu'on va aller vers ça. Match suivant, un des matchs quand même très attendus, Edge contre Seth Rollins. Voilà, un match aussi qui était, on sentait venir depuis un bon moment, hein, évidemment, ils avaient planté pas mal de graines depuis plusieurs semaines. Alors, ce qui s'est passé, donc après Money in the Bank, hein, Edge a perdu contre Reigns, on le sait. Rollins a beaucoup distrait Edge, hein, on le sait. Donc bah, ça lui a coûté le titre. Hein. Voilà, on en était resté. Donc après, donc à SmackDown, il y a Edge qui fait une promo pour parler de son échec, donc justement au Money in the Bank. Donc il dit qu'on connaît son histoire, hein. On sait à quel point il s'est battu pour revenir. Si on a regardé Money in the Bank, hein, alors on sait qu'il aurait dû être champion universel, mais il ne l'est pas à cause d'une personne, Seth Rollins. Tout remonte en 2014. Rollins ne pensait pas qu'Edge ferait son retour. Et c'est pour ça qu'il n'a pas osé lui porter un curb stomp à l'époque. Effectivement, c'était un segment d'ailleurs que j'avais revu. Il y avait le Big Show à l'époque, hein, il y avait la GNG Security, ça paraît très loin tout ça. Et effectivement, c'est un segment où il y avait Cena aussi, voilà. Et puis bon bah il y avait un Rollins qui menaçait de porter un curb stomp à Edge, qui était évidemment avec sa nuque, fragilisée. Hein, il n'était pas de retour à ce moment-là, Edge. Donc il avait failli le faire, mais il ne l'avait pas fait, bien sûr. Rollins donc fait alors son entrée. Edge dit à Rollins de se taire et il lui promet qu'il ne mettra pas ses mains sur lui. Il veut parler d'homme à homme. Rollins dit qu'Edge n'est pas aussi stupide qu'il en a l'air, hein, car Edge sait ce qu'il pourrait lui faire. Rollins dit qu'il allait mépriser cette ville de Cleveland là, parce que ça se trouve à Cleveland le show. Rollins dit qu'il allait mépriser cette ville de Cleveland et les gens comme Edge et John Cena qui reviennent quand ils veulent pour avoir des opportunités gratuites à la place de gens méritants comme lui. Mais plus il y pense, plus il est content que Papy Edge, hein, c'est comme ça qu'il l'appelle, il est content que Papy Edge soit sur ce ring. Edge est un connard selon Rollins et il va mettre fin à son retour en conte de fées. Rien ne lui fera plus plaisir que d'écraser ses rêves. Lorsqu'on parlera de la carrière d'Edge, on parlera de l'homme qui a mis fin à la carrière d'Edge, Seth Rollins. Rollins a déjà eu la chance de détruire la nuque de Edge, mais il a hésité, sauf que là, il n'hésitera pas la prochaine fois. Edge dit alors à Rollins qu'il a menti en disant qu'il ne mettrait pas ses mains sur lui,
et il le frappe. Edge lui fait son execution, puis veut faire son spear, mais Rollins s'en va. Dans le SmackDown suivant, Edge fait son entrée, mais après la pub, c'était bizarre d'ailleurs, parce qu'il commençait à faire son entrée, pub, retour de pub, et Rollins est sur le ring. Mais où est Edge? Eh ben là, en fait, on apprendra que pendant la pub, Rollins avait attaqué Edge pendant son entrée. Rollins dira alors en promo que tout ce que fait Edge, c'est de prendre ce qui lui appartient, et Rollins en a marre de ça. Rollins dit qu'il n'a pas honte de ce qu'il a fait, il a fait ce qu'il fallait faire. Si Rollins ne peut pas être champion universel, eh bien Edge non plus. Voilà. Dans le SmackDown suivant, Edge arrive et fait savoir qu'on lui a dit que Seth Rollins ne serait pas là ce soir. Donc s'il était là ce soir, eh ben Edge serait probablement en prison. Il n'a eu aucun problème hein, jusqu'à ce que Seth Rollins lui coûte le titre au Money in the Bank. Il aurait fait la même chose. C'est comme se regarder dans un miroir. Ça ne se terminera pas bien pour l'un des deux. Seth Rollins est alors sur le Titantron. Il apparaît comme ça, entre guillemets via satellite. Hein. On sait très bien qu'il était derrière, hein, dans les coulisses, hein, mais bon, c'est pas grave. Il arrive donc sur le Titantron et il dit que Edge pense être intelligent. Sauf que la semaine d'avant, lorsque Rollins l'a frappé avec une caméra, hein, puisque lorsque l'attaque qu'il avait faite pendant la pub, c'était avec une caméra. Et donc, la semaine dernière, lorsque Rollins l'a frappé avec une caméra, Edge aurait dû le voir venir. Hein, tout simplement. Et ils se ressemblent beaucoup, hein, c'est ce que dit Rollins. Si l'Ultimate Opportunist est la moitié de l'homme qui est l'architecte, il saurait avoir un plan B, hein, le fameux plan B, hein, on s'en souvient évidemment, du fameux heel turn de Rollins sur Edge, sur le Shield. Edge dit qu'il a un plan B justement, c'est Rollins contre Edge à SummerSlam. Rollins répond qu'il y réfléchira. Edge devrait aussi réfléchir d'ailleurs, puisqu'il sait ce que c'est d'avoir sa botte sur sa nuque. Il sait ce qu'il se passe lorsqu'il piétine le cou de quelqu'un. Le cou de quelqu'un qui a été brisé 3 fois. Donc son petit retour sera fini. Edge dit alors à Rollins que c'est un Edge Light, donc une version light de lui-même. Seth Rollins s'énerve et dit alors qu'il est meilleur qu'Edge partout, à tous les niveaux, et il veut l'affronter en 1 contre 1 SummerSlam. Ok, you've got it. Et voilà, c'est officiel, Edge contre Rollins à SummerSlam. Et dans le SmackDown de la semaine dernière, Rollins fait son entrée. Il dit que ses sources lui ont dit qu'Edge ne serait pas là ce soir. Il est aussi déçu que nous, hein, car il aurait aimé mettre son poing au visage d'Edge pour tous les mensonges qu'il a dit la semaine dernière. Rollins revient alors sur le Edge Light hein, qu'avait prononcé Edge. Et il dit que tout ce qu'a fait Edge, il l'a fait en mieux. La preuve en image. Donc il montre des images, là, une vidéo évidemment très très orientée. Hein. Il avait demandé au technicien de lui faire un peu une vidéo très 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 orientée. Donc la vidéo est diffusée. Seth Rollins dit qu'il ne voit aucun mensonge ici. La vidéo ne ment pas. En regardant, il a eu une petite révélation. Edge devrait le remercier. Non seulement Edge, mais nous aussi, hein, tout le WWE Universe devrait le remercier. S'il lui avait mis son stomp là en 2014, il ne serait pas là à avoir cette conversation. Le Dream Match de SummerSlam ne serait même pas sur la table. Le retour épique d'Edge, les Royal Rumble ou les WrestleMania, rien de tout ça ne serait arrivé. Edge ne pousserait pas ses filles sur la balançoire, puisque ce serait elle qui le pousserait sur un fauteuil roulant. Grosse phrase. Mais on n'est plus en 2014, les temps ont changé, et cette fois-ci, il n'hésitera pas à porter ce curb stomp. Voilà donc pour le build-up, qui est plutôt pas mal. Au moins, ça s'étend sur la durée. Hein, on l'a eu même avant le Money in the Bank. C'est pour ça que d'ailleurs, quand j'avais pronostiqué le Edge Reigns de Money in the Bank, je vous avais déjà dit que probablement Rollins allait intervenir. Hein. Donc c'était déjà... Les graines étaient plantées depuis un petit moment. Donc ce match à SummerSlam ne faisait aucun doute. C'est un match qui va être assez attendu. Je pense que ça peut être un très bon match. Je pense que Rollins est un vrai fan d'Edge dans la vraie vie. Ça peut être en quelque sorte un peu son héritier. Il y a un peu de ça. Il se ressemble un petit peu, en tout cas au niveau heel, hein, en tout cas. Au niveau opportuniste, il y a un peu de ça. Mais Rollins avait beaucoup appuyé sur le fait que il avait fait les choses mieux que Edge, hein, puisque il a gagné le Rumble. Rollins a gagné le Rumble comme Edge, sauf que Rollins, lui, il a fait un cash-in victorieux, hein, dont on se souvient tous. Edge aussi, il a eu la mallette, mais bon, c'était, on va dire, selon Rollins, hein, beaucoup moins marquant. Et quand Rollins a gagné le Rumble, hein, tout comme Edge, au moins lui, Rollins, il a gagné le championnat
au WrestleMania qui a suivi. Il a battu Lesnar, et Edge, bah, lui, il a gagné le Rumble, mais à WrestleMania, bah, il n'a pas converti. Hein. Il n'a pas converti l'essai hein, lors du WrestleMania de cette année. Voilà, bon, c'était un peu ça, pour dire qu'à chaque fois qu'il faisait les choses mieux que Edge. Le pronostic, il est pas si évident que ça, mais je vais quand même partir sur Edge. Je pense qu'il a besoin quand même d'une victoire marquante en 1 contre 1 dans un pay-per-view là, parce que ça remonte maintenant, hein, si je me trompe pas, au WrestleMania 36, hein, le fameux Last Man Standing là, qui était boring as fuck dans le PC là. C'était un match en plus c'était un match spécial, mais sinon, bah, après il y a eu sa longue blessure, il a perdu le greatest wrestling match ever hein, contre Orton, donc il est parti sur une longue blessure. Il a gagné le Rumble bien sûr, mais bon ça reste un match spécial. Voilà, je crois qu'il a dû battre Jey Uso à SmackDown, on a fait un petit match comme ça, voilà. Mais c'était pas marquant. Mais un vrai match, un pay-per-view, qu'il gagnerait, bah, c'est ça, c'est qu'il lui manque cette victoire, quoi. WrestleMania, il a pas réussi, quoi. Il a pas réussi. Money in the Bank, il a pas réussi. Voilà, il a toujours cet échec-là. Et donc, je pense que cette succession d'échecs là fait que je pense que c'est mieux que Edge l'emporte. Il ait son petit moment à lui, voilà, devant le public, même si c'est lui le vétéran. Certes, c'est vrai qu'on a tendance à dire que c'est plutôt le plus jeune, on va dire, qui doit plutôt avoir la lumière plus que le vétéran, hein, mais bon, c'est la VVE, hein. On aura le temps d'en reparler plus tard, mais c'est comme ça. Mais je pense que Edge va quand même s'imposer, et Rollins, ça va, il s'en relèvera. Et puis, de toute façon, il peut pas, je pense, s'ériger, parce que c'est vrai que Rollins, il en a marre, parce que il dit toujours qu'il y a toujours un Rollins, il y a toujours Edge qui est sur son chemin et qui lui barre la route entre le titre universel et lui-même. Il y a toujours Edge. Et c'est vrai qu'il aimerait retrouver le titre universel, mais bon, Reigns, pour l'instant, j'y crois pas, parce que c'est heel contre heel, c'est pas engageant. Donc je pense qu'on va, peut-être quand il y aura un changement d'alignement ou un autre champion, je sais pas, mais là je le vois pas le Rollins Reigns, donc c'est pas la peine finalement de nous builder un Rollins fort qui battrait Edge, voilà, et qui donnerait une petite contenance, une petite légitimité pour avoir un match de championnat. Donc je pense que c'est pas le moment, et donc Edge devrait s'imposer, je pense. Le storytelling peut être intéressant aussi, hein, puisque évidemment il y a toute cette histoire du segment de 2014 où il aurait pu en finir avec, il n'a pas pu réussir, il n'a pas porté ce curb stomp. Donc je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant aussi à montrer dans le storytelling du match, le fameux curb stomp. Est-ce qu'il va pouvoir le faire? Est-ce qu'il va cette fois-ci le faire sans hésiter? Et c'est peut-être ça qui va lui coûter le match. Et comme je donne la victoire à Edge, je pense qu'il va hésiter encore. Il y aura peut-être un moment où il va tergiverser, et il va pas oser pour une raison ou pour une autre, et ça va lui coûter le match, quoi. Il va pas réussir encore une fois à faire ce putain de curb stomp qu'il aurait dû faire déjà depuis 7 ans, et il va s'en mordre les doigts, et Edge derrière, il en profite, il esquive peut-être, ou alors le curb stomp sera peut-être porté trop tardivement, il esquive, projection dans les cordes, spear, 1, 2, 3, victoire de Edge, voilà, un petit scénario comme ça. Voilà, je vais donner la victoire donc de Edge. Le match peut être bon, faut pas qu'il dure trop longtemps non plus, hein, parce que bon voilà, Edge n'a plus hein, évidemment il a plus trop le cardio qu'il avait avant, donc faut pas que le match s'éternise de trop. Mais je fais confiance à Rollins, hein, pour offrir un match de qualité, hein. Quand Rollins est là en général, les matchs sont plutôt bons, donc je pense que ce match peut être vraiment très très sympa. Voilà, en tout cas pour moi, victoire d'Edge. Match suivant, Triple Threat féminin pour le titre d'Euro entre la championne Nikki Ash, Charlotte Flair et Rhea Ripley. Alors il y a un gros build-up, mine de rien, même s'il n'était pas très qualitatif, mais il y en avait quand même pas mal. Donc on se souvient bien sûr. Alors on n'en avait pas parlé, c'est vrai, lors de ma dernière vidéo, puisque la dernière vidéo c'était ma review du Money in the Bank. Mais qu'est-ce qui s'est passé le lendemain? On nous a refait un match, on refait le match. Flair, Ripley au Raw post Money in the Bank, hein. Donc victoire, hein, de Flair avait pris le titre, hein, donc la veille. Donc on a un rematch. Charlotte malheureusement se fera disqualifier en donnant un coup de ceinture à Ripley. Ripley réagit en portant un Riptide à Flair. Et là, la musique de Nikki Ash retentit avant même la fin du Riptide. D'ailleurs, bon, le timing n'était pas terrible. Et Nikki cache déjà sa mallette, hein, 24 heures après, et prend le titre à Flair avec un crossbody, un simple crossbody tout pourri. Nikki célèbre alors avec le public pour clôturer le show. J'en ai marre, je vous le disais, j'en ai marre, moi, des mallettes qui durent 24 heures.
On ne laisse pas le temps à un catcheur ou une catcheuse de se balader avec la mallette, de teaser un cash-in, de construire quelque chose. Non, il faut s'en débarrasser au bout de 24 heures. C'était déjà arrivé il y a un an. Alors, pour des circonstances bien différentes, hein, avec Becky Lynch et sa grossesse, avec Asuka donc, mais c'était déjà 24 heures après. Un an après, on recommence. 24 heures après, on rebalance la mallette. Hein. On n'a pas le temps de profiter de la Miss Money in the Bank. C'est incroyable. Pourquoi? C'est comme une envie de pisser. Vous avez un an pour booker ça. Un an pour faire ce cash-in. Attendez, putain. Attendez. J'ai bien l'impression qu'ils sont en train de faire ça parce qu'ils veulent battre le fer pendant qu'il était chaud. Ils veulent peut-être surfer sur peut-être une hype pour Nikki Ash, mec. Faut vraiment être un gosse pour aimer ça. Hein. Je pense que c'est ça la cible. Et je pense qu'ils ont voulu rebondir là-dessus. Ils ont voulu faire le cash-in tout de suite, quoi. Sans attendre. Bref. Dans l'euro suivant, donc, il y a Nikki qui fait une promo, hein, une promo face assez mièvre, hein, comme toutes ses promos, histoire de dire, de toujours croire en ses rêves, hein, blablabla. Charlotte arrive et dit que la semaine dernière, Rhea Ripley n'a pas été capable d'accepter la défaite. Alors, elle a agi comme une adolescente à qui on avait confisqué son téléphone. C'est pour cette raison que Nikki a encaissé sa mallette. Il faut bien regarder, hein, elle était même pas debout. Flair, elle était même pas debout quand l'arbitre a lancé le match. Donc c'était la seule façon pour Nikki de la battre. Nikki lui a volé son titre, alors elle aura son rematch à SummerSlam, et Nikki va se prosterner devant la vraie championne. Charlotte dit que toute cette injustice est aussi de la faute des fans, parce que depuis des mois, on célèbre, alors qu'elle a été victime d'injustice. On est tous jaloux en fait. Ripley arrive alors et dit... C'est difficile d'être jalouse de quelqu'un qui a eu le titre pendant une journée. Hein. Charlotte est une 11 fois championne et on peut gagner le titre par tombée ou par soumission. Il est clair que Charlotte a forcé la disqualification, hein, comme elle savait qu'elle allait perdre. Alors, c'est elle qui devrait avoir son rematch. Hein, c'est Ripley qui devrait avoir son rematch pour SummerSlam. Donc c'est marrant parce que Ripley qui parle des disqualifications, etc. Elle a agi pareil à Hell in a Cell, hein. Bref, c'est pas grave. Nikki dit que Flair et Ripley ont bien représenté la division comme championne, mais la division est prête pour un changement. Et elle va mener ce changement comme la championne d'Euro. Charlotte dit que ça suffit avec ce costume Marvel bas de gamme là, mais à SummerSlam, elle va sortir comme la championne. Ripley dit que le titre lui revient. Adam Pearce et Sonya Deville arrivent alors. Pearce dit qu'il y a de bons arguments pour chacune, alors il faut en parler. Deville dit qu'il faut un triple threat pour le titre féminin d'Euro à SummerSlam. Charlotte dit que c'est ridicule. Deville dit que ça va donner une chance à Flair et à Ripley. Charlotte dit que Nikki est un coup de chance et Ripley ne mérite pas un rematch. Elle veut un match contre Nikki Ash dès ce soir et prouver qu'elle ne sera jamais de son niveau. Nikki accepte. Pearce officialise le match, donc Charlotte contre Nikki. Charlotte frappe Ripley dans le dos au passage, alors qu'elle voulait sortir du ring. Nikki sort Charlotte avec un dropkick. Flair, au final, va battre Nikki clean dans le main event, dans un Championship Contenders match, hein, la fameuse tipu de merde qu'on a le droit, à laquelle on a le droit maintenant chaque semaine. C'est leur nouvelle lubie, sans intérêt. Et en plus, Flair venait d'obtenir son match officiellement à SummerSlam. Donc à quoi sert d'affronter Nikki dans un Championship Contenders match, c'est-à-dire si tu bats la championne, t'as un match de championnat. Puisqu'elle a déjà son match de championnat à SummerSlam. Ils l'ont officialisé. Donc c'est n'importe quoi. Charlotte demande à Kevin Patrick, alors après le match, pourquoi est-ce qu'il faudrait la féliciter? Parce que Kevin Patrick, il dit, félicitations. Mais non, mais pourquoi? Pourquoi? Il était clair qu'elle allait gagner. Donc avoir un masque et une cape ne donne pas à Nikki une chance. Personne n'est de son niveau. Personne. Donc Nikki arrive, alors elle dit qu'elle est presque un super héros. Elle a perdu le match, mais elle a montré qu'elle aurait pu presque gagner. Elle a la confiance. Elle a la confiance qu'elle peut battre Charlotte. Alors la semaine prochaine, elle la challenge pour un rematch. Charlotte dit qu'elle peut la battre cette semaine, la semaine prochaine et n'importe quelle semaine. Alors elle accepte. Charlotte lui serre la main, mais la frappe au visage. Charlotte lui fait alors une big boot. Le show se termine ainsi. Pourquoi Nikki demande alors un rematch à Charlotte, alors que le Championship Contender match, remporté par Flair, est censé déjà par essence donner un title match à Flair, et donc un rematch face à Nikki. Title match qu'elle a déjà obtenu pour SummerSlam. Non mais, je sais pas si vous comprenez ce que je dis, mais je m'embrouille peut-être, mais c'est n'importe quoi.
Le booking est affreux, affreux. Ça n'a aucun sens. Bref, dans l'euro suivant, Ripley bat Nia Jax, hein, avec une petite dissension entre Jax et Baszler. Enfin. Charlotte, en promo, dit qu'elle s'est demandé pourquoi la plus grande gymnaste du monde, hein, Simone Biles, hein, décidément on aime bien parler d'elle, pourquoi est-ce que Simone Biles a décidé de se retirer des JO là? C'était pour sa santé mentale. Bah, plus elle y pense, plus ça fait sens. La foule chante alors le nom de Becky, mais Charlotte répond que c'est elle qui a sold out la salle ce soir, hein, et non pas Becky. Charlotte dit que Nikki a encaissé sa mallette pour lui voler son titre féminin d'Euro. Elle est dans le business depuis longtemps, et le lendemain, elle se demandait ce qui arrivait. Elle aussi va tomber. Pourquoi elle va tomber? Bah, elle est 11 fois championne. La femme la plus décorée de l'histoire du business. Donc Charlotte dit que encaisser sa mallette Money in the Bank est la façon la plus lâche de remporter un titre. Depuis la création du Money in the Bank, elle s'est fait encaisser la mallette contre elle 3 fois. Ce qui est vrai. Charlotte sort alors des objets du ring, disant qu'elle va battre Nikki avec ça. Hein. Elle dit que c'est la seule façon de se faire un nom. Charlotte dit qu'elle a demandé un match contre Nikki pour montrer sa supériorité. Après sa victoire, Nikki a eu l'audace de demander un rematch. Alors, elle a frappé notre championne au visage pour montrer qu'elle est vulnérable. Elle sait bien qu'on aime voir une championne martyre. Ce soir, Nikki sera dans un no holds barred match. Tout est permis donc ce soir. Nikki Ash sort du ring et frappe Charlotte avec une chaise dans le dos. Et donc, on a ce no holds barred match plus tard dans le main event entre Nikki et Charlotte. Victoire, surprise de Nikki Ash sur un swinging neckbreaker de la 3e corde, consécutif à une esquive de Nikki sur un spear de Flair, hein, qui était contre une table. Donc Flair s'est pris la table. Nikki tient sa victoire donc contre Flair dans un vrai match, mis à part son cash-in, hein, bien sûr. Ripley ne sera pas du tout intervenu. On oublierait presque à ce moment-là qu'on a un triple threat à SummerSlam. Hein. Bref, c'est pas grave. En tout cas, on notera que Flair a battu Nikki la semaine d'avant et que cette fois-ci, c'est Nikki qui bat Flair. Donc on peut dire qu'il y a un partout entre les deux. Je ne compte pas le cash-in, hein, qui est pour moi pas un match, quoi. Et on passe donc à ce qui s'est passé de la semaine suivante. Ripley affrontait cette fois-ci Nikki. Ripley, en interview, dit qu'il n'y a rien de plus brutal qu'un no holds barred. Hein. Elle doit donner du crédit à Nikki, hein, pour son match de la semaine dernière. Mais presque un super-héros ne suffit pas pour être une championne. Il faut être plus qu'une presque, justement. Plus que presque. À SummerSlam, elle va sortir comme la nouvelle championne d'Euro, puisque Nikki n'a pas ce côté sombre. Nikki Ash dit en interview qu'elle doit être préparée, même aux choses qui ne fonctionnent pas. Ce soir, son rêve pourrait se transformer en cauchemar, hein, en affrontant Ripley, mais son esprit et son dynamisme vont l'aider à gagner. Elle savait que Charlotte et Rhea étaient dangereuses, mais lundi dernier, elle a vraiment battu Charlotte. Elle ne l'a pas presque battue. Et ce soir, elle est presque positive de battre Rhea Ripley. À SummerSlam, les chances sont contre elle, mais elle fera tout ce qu'elle peut pour rester la championne. Finalement, le match Ripley contre Nikki se finira par une victoire de Nikki, mais par disqualification suite à une intervention de Flair sur Nikki. Et après le combat, Charlotte fera un big boot sur Ripley et une souplex sur Nikki. Charlotte termine alors avec un Natural Selection sur Ripley et pose avec le titre féminin. Charlotte dira en coulisses qu'elle n'a pas besoin de recevoir le pin pour perdre à SummerSlam. Elle ne veut pas prendre le risque que cela arrive. Si Rhea et Nikki étaient de son niveau, elle saurait ce que je m'apprêtais à faire ce soir. La semaine dernière, elle a montré un peu d'empathie. Elle perd juste une fois. Elle se retrouve critiquée. Voilà. Comme si ça effaçait toutes les autres victoires qu'elle avait eues, quoi. Elle est la femme la plus décorée de l'histoire de la WWE, hein, elle l'avait déjà dit dans le passé. Chacun peut bien prier pour sa chute et lui voler les opportunités qu'elle a gagnées, mais rien ne pourra l'arrêter de sortir de SummerSlam comme la championne. Et on en arrive au Raw d'hier soir. Ripley bat Nikki, encore un match entre les deux. Elle bat Nikki clean avec ce Riptide. Super booking, hein, je vous ai dit, j'adore quand la championne ou le champion perd dans le Gaume Show, hein, juste avant le pay-per-view. J'adore. Charlotte était d'ailleurs au commentaire du match. Et après le combat, Nikki décide carrément de s'attaquer à Charlotte. Charlotte veut s'échapper en montant sur le ring, mais Ripley lui fait un clothesline. Nikki et Ripley s'amusent alors à attaquer Charlotte pour ensuite la lancer en bas du ring. Charlotte, plus tard, viendra voir Devil et Pierce. Charlotte dit qu'elle faisait son boulot, là, et Nikki l'a attaqué. Donc Devil dit qu'elle a deux choix. Soit elle peut attendre samedi
pour se venger, ou alors elle se trouve une partenaire pour faire un match tag ce soir. Charlotte dit qu'elle n'est pas faite pour être en équipe. Devil dit que c'est à prendre ou à laisser. Et bien finalement, le tag match aura bien lieu et opposera Nikki et Ripley à Charlotte et sa partenaire mystère. J'ai pensé à Asuka, et ben non, ce sera Nia Jax. À la fin du combat, Nia Jax veut écraser Ripley depuis le coin, mais Charlotte fait le tag sur Jax et repousse Nikki en bas du ring. Charlotte enchaînera avec son Natural Selection sur Ripley pour le compte de 3. Donc dans le même show, donc après la défaite de Nikki sur Ripley, cette fois-ci c'est Ripley qui est battu dans le Gaume Show de SummerSlam. Et évidemment, Charlotte Flair, bien sûr, reste indemne. Super booking une nouvelle fois. Hein. Ça, la division féminine à Raw, oh la vache, booking qu'ils ont, quoi. Incroyable comment les filles sont décrédibilisées, affaiblies, c'est n'importe quoi. Et à noter quand même que pendant le match, hein, le tag match, on aura vu Bessler avec ses cartes qui regardait le match en coulisses. Hein, et notamment, on l'a vu regarder, la caméra s'est attardée sur Jax au moment où Bessler regardait. Donc ça continue de montrer quelque chose entre Bessler et Jax. Parce que Bessler s'est un peu éloigné de Jax là. Elle en a ras le cul en fait. Elle en a ras le cul. Donc l'équipe semble ne plus être d'actualité. Voilà, en tout cas on en est là. Le pronostic il est pas si évident. On va dire que ma certitude c'est que Ripley ne gagnera pas. Voilà, je pense que Ripley, son tour est passé. Déjà que c'était... Voilà, elle était championne par intérim hein, à WrestleMania, il faut le dire. Donc elle redeviendra certainement championne un jour, mais pas tout de suite. Je pense que son tour est passé. Par contre, donc ça va se jouer entre Nikki et Charlotte. Je pense qu'il y a des arguments pour les deux. Mais je pense que ils vont donner la victoire. Je pense que c'est Nikki qui va gagner parce que son règne est court. Hein. Ça fait un mois qu'elle a caché. Hein. Donc elle l'a fait juste au lendemain du Money in the Bank. Donc c'est super récent. Et je pense que bazarder la mallette au bout de 24 heures pour avoir un règne d'un mois, je ne vois pas l'intérêt. Je ne vois pas l'intérêt de bazarder la mallette au bout d'un mois. Si c'est pour qu'elle perde la ceinture, Nikki Cross quoi, ou Nikki Ash, ce serait n'importe quoi. Et en plus, bah justement, ce tag match pose question puisque c'est peut-être une graine plantée pour la suite, puisque Charlotte donc effectivement a fait le tag sur Nia Jax, qui évidemment n'a pas apprécié, et du coup Charlotte a gagné derrière. Donc est-ce que donc conservation du coup pour moi de Nikki Cross, de Nikki Ash, je pense peut-être que faudrait pas que Charlotte prenne le pin, je serais surpris qu'il le fasse. Donc je pense que ça sera malheureusement plus pour Rhea Ripley de prendre le pin. En plus, il faut le dire, hier, Ripley a battu Cross. Bon, Nikki Ash, j'ai déjà du mal avec ça. Ripley a battu Nikki Ash. Flair a fait le pin sur Ripley. Donc il n'y a que Cross qui n'a pas réussi à avoir sa victoire. Voilà, bon, c'est un raisonnement comme un autre. Il n'y a que Nikki qui n'a pas réussi à avoir cette victoire, entre les trois femmes en tout cas. Donc ça donne peut-être un argument de plus pour dire que Nikki va gagner. Donc peut-être un pin sur Rhea, ce qui fait que ça protégerait Charlotte. Et peut-être que demain à Raw, enfin le lendemain pardon à Raw, on peut avoir un segment Charlotte qui va encore chouiner pour dire c'était un triple threat, j'ai pas pris le pin et je veux un match de championnat contre Nikki. D'autant plus que justement comme je vous disais tout à l'heure, Charlotte avait battu Cross sur un crossbody. Et la fois d'après, c'était Nikki qui avait battu Flair dans le No Holds Barred, donc en quelque sorte elles sont un partout. Donc ça pourrait donner une idée, va avoir une belle entre les deux, hein, voilà, puisque je ne compte pas le cash-in, pour moi c'est pas un match le cash-in, donc ça pourrait déjà donner un argument pour faire un troisième match. Donc Flair voilà qui ferait cette promo, mais Nia Jax va arriver, peut-être, pour dire je te rappelle comme la semaine dernière là, on a gagné un match ensemble hein, en tag team. Et c'est un match dans lequel on a battu la championne, Nikki Ash. Donc, j'ai fait partie de cette équipe victorieuse. Donc en soi, je pourrais aussi m'associer à ça et peut-être mettre mon nez là-dedans et avoir un match de championnat. Voilà. Et là, peut-être que du coup, on peut aussi introduire Shayna Baszler, donc qui regardait le match derrière l'écran hier, pour dire ouais, vous m'avez un peu oublié là, parce que moi je suis toujours là. Je te rappelle Naya, hein, on a été championne dominante, hein, on a été championne tag team. Voilà. Moi aussi, je pourrais peut-être avoir quelques velléités. Hein, voilà. Faire un segment comme ça. Et pourquoi pas ajouter Ripley, mais je pense que si Ripley prend le pin la veille, du coup je pense qu'elle a pas de
légitimité pour apparaître dans le segment, je pense. Du coup, voilà, bon ben, ça peut être un moyen peut-être de faire un triple threat match ou de faire un match de qualif et la gagnante affronterait Nikki Ash à Clash of Champions, puisque évidemment le titre féminin de Raw sera défendu à Clash of Champions comme tous les titres. C'est la particularité de Clash of Champions. Donc voilà, voilà un scénario parmi tant d'autres, mais je pense qu'il va y avoir un truc entre Jax et Charlotte. Alors vous me direz peut-être que ce sera Jax contre Ash, Jax contre Nikki Ash, le match de Clash of Champions. Peut-être, mais en tout cas, même si c'est possible, ça sera peut-être pas Charlotte pour le match 3, on va dire. Ça sera peut-être Jax, voire Baszler, mais j'ai l'impression que Baszler, on fait jamais confiance à elle. Mais en tout cas, dans tous ces cas de figure, Nikki serait championne dans ce scénario. Donc de toute façon, voilà, pour moi c'est vraiment Nikki qui va gagner. Je pense que Nikki va conserver son titre à SummerSlam, même si elle va être un peu ça va être une championne underdog, hein, en quelque sorte. Elle va être dans cette position de championne underdog. Voilà, le personnage, moi je suis pas très convaincu, hein. C'est vrai que j'avais pas eu l'occasion de parler un peu de la gagnante de Nikki en Miss Money in the Bank le mois dernier. Je savais que j'en avais pas trop parlé. Pour moi, c'est un choix qui était étonnant. Je pense qu'ils ont voulu surfer effectivement sur quelque chose. Un petit frémissement, mais c'est plus autour des gamins. C'est vrai que c'est un personnage très très gamin. Et les gens plus adultes, franchement, je pense pas que ça les intéresse. Et quand j'ai regardé les différents Raw, la pop elle est pas énorme pour Nikki. C'est assez tiédasse. Encore hier, quand elle s'est pointée, le public était vraiment calme. Et j'ai même vu une pancarte, je crois que c'était I'm not a super-hero, quoi. Enfin, un truc comme ça. Moi, je suis pas un super-héros, quoi. Enfin, en gros, je marche pas là-dedans, quoi. Bref, et moi non plus, je marche pas là-dedans, malheureusement. C'est une fille adorable, hein. Ça se voit, j'ai entendu plusieurs fois dans des interviews, etc. C'est certainement une fille adorable, Nikki, mais pour moi, elle a pas le costume pour être championne d'Euro, quoi. C'est pas, c'est pas pour elle. Pour elle, pour moi, c'est une mid-cardeuse, pas plus. Et c'est pas un personnage qui doit porter cette ceinture. C'est Charlotte, c'est Ripley, même Jax ou même Baszler. Et puis bon, peut-être Becky ou d'autres filles qui pourraient, Asuka bien sûr, voilà, toutes ces filles là. Mais Nikki, je peux pas, avec cette ceinture, j'y crois pas. Et ses discours sont mièvres, ses promos sont mièvres, elles n'ont aucun, les presque c'est n'importe quoi, les presque super héros, presque machin. Je veux dire, pour moi en plus ça n'a pas de sens. Pour moi, à partir du moment où tu as un costume, c'est que tu te sens super-héros. Si tu as, pour moi, c'est parce que tu n'avais pas confiance en toi que tu as décidé de porter ce costume pour justement prendre confiance en toi et te dire, cette fois-ci, je me sens super-héros. Quand j'ai ce costume, rien ne peut m'arrêter, j'ai confiance en moi. Donc, pour moi, le porter ce costume ne peut pas te faire dire que tu es presque un super-héros. Tu es un super-héros. Je veux dire, quand tu es un enfant, quand tu es un enfant, tu portes des panoplies comme on a tous porté dans notre enfance. Tu te sens, tu incarnes le personnage. Si je porte un costume de, je sais pas, de Superman, je me sens Superman. Je vais pas dire, oh, je suis presque Superman. Je suis Superman. Et Nikki, ça aurait dû être ça. Elle aurait dû dire qu'elle était presque un super-héros avant. Parce qu'elle se sentait pas confiante, elle n'avait pas confiance en elle. Elle était presque un super-héros. Mais maintenant qu'elle incarne ça, qu'elle a cette tenue, ce masque, etc., elle est un super-héros. Donc elle devrait pas dire presque à chaque fois. Le presque super-héros, j'aime pas en fait. Je trouve que ça va pas. Bref, le personnage j'ai du mal. Les promos sont mièvres. Et quand bien même Nikki Cross dans la vraie vie, enfin voilà, c'est sûrement quelqu'un d'adorable et ça n'a rien à voir avec ça, hein. Voilà. Donc en tout cas tout ça pour dire victoire de Nikki Ash. Je vais quand même prendre ce risque, même si c'est la championne. Je pense que c'est quand même un risque de dire ça. Flair pourrait gagner. Faire peut-être un autre match avec Nikki Ash, si c'est Ripley qui prend le pin, faire un rematch, voilà. Peut-être que Nia Jax va aussi mettre son grain de sel, mais bon, pour l'instant, Jax est heel, donc Flair contre Jax, c'est pas engageant. Même Baszler, c'est pareil, à moins d'un face turn de Jax ou de Baszler, mais on n'a pas l'air d'en prendre la direction. Jax est en train peut-être de changer un peu de son personnage, on a l'impression qu'elle joue un peu plus avec le public, on l'a vu hier, elle faisait son stinky face, là, le truc de Rikishi, frotte les fesses dans le coin, là, voilà, ou alors elle commençait à rouler du cul là, avant de faire son écrasement, son banzai drop, mais sauf que Charlotte
a fait le tag avant. Voilà, elle s'amuse avec le public, c'est peut-être un nouveau personnage de Jax hein, qui va peut-être un peu évoluer, peut-être vers un face turn, mais pour l'instant elle est trop arrogante, elle est trop insupportable pour moi. Pour l'instant, elle est pas encore vers le face turn. Voilà, on va passer maintenant au match suivant. Match comptant pour le championnat féminin de SmackDown entre Bianca Belair et Sasha Banks. Hein. Oh, c'était un match qui était vraiment gravé dans le marbre hein, depuis un bon moment. Je vous en ai parlé plusieurs fois hein, parce que Banks était absente après Mania et on attendait juste une chose, c'est son retour et qu'on nous fasse le rematch pour SummerSlam, hein, c'était sûr. Donc ce qui s'est passé après le Money in the Bank, hein, SmackDown, c'est que Belair a affronté Carmella pour la énième fois, hein, pour le titre même, le titre de SmackDown. En plein festival, donc c'est là ils ont fait leur double show là, à la fois dans le ring et à la fois pendant un concert de festival, enfin sur 2 endroits différents. Belair battra Carmella sans surprise dans un match très terne. Le public en avait rien à foutre, et ils étaient même pas là pour voir du catch, hein, ils s'en foutaient. Ils voulaient écouter de la musique surtout. Hein. Les gens n'en avaient rien à foutre et ce match avait de toute façon zéro suspense. Dans le SmackDown suivant, Carmella et Vega interrompent une interview de Belair pour venir défier justement Belair. Belair acceptera le challenge mais de Vega, mais au final c'est Carmella et Vega à la fois qui attaqueront Belair, puis Sasha Banks fera son grand retour pour faire le save et faire un gros câlin assez exagéré à Belair. Dans le main event, on aura donc un 2 contre 2, Banks Belair contre Vega et Carmella, match remporté par Banks et Belair. Pendant la célébration, Banks trahira Belair en l'attaquant dans le dos, ce qui était évidemment ultra prévisible. Et donc oui, comme je vous disais, ce rematch de SummerSlam était inéluctable après la longue absence de Banks. Dans le SmackDown suivant, Banks fait une promo, hein, elle dit qu'elle est revenue pour avoir le spotlight qu'elle mérite, elle ne laissera plus jamais personne lui voler la vedette. Sasha Banks dit que Belair ne serait rien sans elle, elle n'aurait pas eu le Ward hein, aux ESPY, là, les ESPY, là, c'est des prix hein, voilà, aux États-Unis, elle n'aurait pas pu rencontrer Megan the Stallion, voilà, c'est encore une chanteuse, hein, voilà, on s'en fout, elle n'aurait pas fait le main event de WrestleMania. Voilà, sans elle. Belair pleurait hein, car elle montait sur le ring avec la plus grande catcheuse. Hein. Pendant qu'elle était chez elle, Sasha pensait au manque de respect semaine après semaine. Elle est revenue pour faire payer Belair. Belair arrive alors. Elle dit que Sasha l'a supplié de la choisir après avoir remporté le Royal Rumble pour écrire l'histoire à WrestleMania. Banks ne veut pas que Belair brille. Bianca Belair monte alors sur le ring et Sasha Banks s'en va sur la table des commentateurs. Belair lui demande où elle va. Elle va encore prendre 4 mois de congé, c'est ça? Si Banks veut son match, eh ben elle l'a. Voilà. Et Zelina Vega fait alors son entrée et dit que ça n'aura pas lieu maintenant. La semaine d'avant, la semaine dernière, Bianca Belair avait accepté son challenge à Vega. Sasha Banks allait parler, mais Belair l'arrête en lui disant que Vega ne lui parle pas à elle, mais elle parle à moi, la championne. Bianca Belair verra Sasha Banks à SummerSlam et Zelina Vega, je te verrai ce soir. Voilà, et donc au final, Belair battra Zelina Vega plus tard dans la soirée, assez rapidement. Banks sera venu pendant le match pour une petite distraction assez timide qui n'aura pas servi à grand chose, ça c'est sûr. Et dans le dernier SmackDown, signature de contrat, segment classique, entre Banks et Belair. Belair demande à Banks si elle est prête ou si elle va une nouvelle fois s'enfuir. Banks est toujours mesquine et jalouse. Et les deux catcheuses commencent à se disputer, mais Sonya Deville leur dit de s'arrêter et de signer le contrat maintenant. Banks s'excuse et dit qu'avant de signer le contrat, elle a besoin de témoins. Et c'est là que, par surprise, Zelina Vega et Carmella se pointent aux côtés de Sasha Banks. Banks signe le contrat, suivi de Bianca Belair, donc les deux ont signé. Carmella et Vega attaquent alors Belair. Puis Sasha Banks s'en prend également à Belair. Le show se termine sur un bank statement de Banks sur Belair, sur la table, avec la tresse de Belair hein, utilisée pour étrangler Belair. Drôle d'alliance à 3 donc. Pourquoi Carmella et Vega, d'ailleurs, n'ont-elles pas tenté de signer le contrat avant que Banks ne le fasse hein, vu qu'apparemment, on a le droit de le faire. Hein, si on en reparlera pour ce qui s'est passé avec Balor hein, et Cena. Bref, donc une alliance bizarre. Banks, Vega, Carmella. Est-ce que c'est une alliance de circonstances ou est-ce que c'est quelque chose qui va durer? Je ne pense pas que ça va durer. Je ne pense pas que ça n'ait de sens de continuer de perdurer cette alliance. Mais c'est assez bizarre effectivement de voir cette alliance quoi. Ils auraient pu s'attaquer à Banks, ils auraient pu prendre sa place.
depuis le temps qu'elle réclamait un match de championnat en plus. À chaque fois, Carmella elle les a déjà eu, mais à chaque fois elle en a un. Vega elle a réclamé aussi. Bref, donc le pronostic, ça ressemble un peu d'une façon différente, mais ça ressemble un peu au scénario de Mahal. C'est-à-dire que Mahal, on le prive de ses deux acolytes. Du coup, ça semble impossible pour lui et du coup, risque de gagner. Voilà, ça c'était mon pronostic. Et là, c'est une autre situation où cette fois-ci, c'est Belair qui va se retrouver un peu esselée face à trois femmes. Et du coup, on se dit Belair, là, elle va être en danger. Là, la championne, elle va arrêter de perdre son titre. Là, elle a 3 contre 1 là, puisqu'il y a personne qui fait il faut le noter, personne n'a fait le save. Hein. Elle s'est fait attaquer à 3 contre 1 lors du segment signature. Personne n'a fait le save. C'est pour ça que je me demande si, pour qu'elle s'en sorte, parce que pour moi, je donne la conservation du titre par Belair. Je pense qu'il y a un vrai projet pour Belair. Je pense pas que le titre va changer de main. Voilà, ce serait trop tôt, même si ça fait quand même 4 mois. Mais je pense que Belair est encore là pour rester championne un bon moment. Donc ce n'est pas le moment. Et je pense que là, pour le coup, alors, il y a encore un SmackDown, hein, dont je ne pourrais pas parler forcément, puisqu'il n'a pas encore eu lieu. Mais il y aura un dernier SmackDown qui pourra peut-être nous donner plus d'éléments. Mais je pense que Belair pourrait cette fois-ci être associé à 2 autres personnes. J'hésite, soit ce sera Shotzi et Nox, hein, qui n'arrête pas de battre Natalia Tamina, et même dernièrement Nox qui avait battu Tamina, puisque Natalia est blessée. Donc je pense qu'on va attendre Clash of Champions, si c'est possible, si Natalia est apte pour faire le tag match pour les titres. Mais en soi, Shotzi et Nox n'ont rien à faire. Donc ce serait une première possibilité pour aider Belair. Et autre possibilité, Toni Storm et Liv Morgan. On oublie les 2 blondes là, les 2 blondes dont on ne sait que faire. Morgan, on sentait qu'il y avait quelque chose, un petit frémissement, Money in the Bank, un peu d'overness, et disparu de la circulation après. Que dalle. Rien du tout pour Morgan. Et Toni Storm, les grands débuts de Toni Storm. Ah ouais, j'ai battu Zelina Vega pour mes débuts. Hein. De toute façon, tout le monde bat Zelina Vega depuis son retour. Hein. Elle a rien gagné Vega. Hein. Bref, elle bat Vega et puis terminé. Plus aucune nouvelle de Toni Storm. Ça va faire 1 mois qu'on l'a pas revue. C'est quand même incroyable. Alors utilisez-les. Vous avez 2 babyface là. Storm, Morgan ou Shotzi et Nox. Allez, là vous avez du choix. Choisissez parmi ces 4 là. Prenez-en 2 et associez-les à Belair. Pour la circonstance, pas sur la durée, bien sûr, pour la circonstance, pour faire le nombre, voilà, parce que là c'est pas possible que Belair soit finisse à 3 contre 1 à chaque fois, là, à 3 contre 1, ils vont pas continuer comme ça, donc peut-être qu'à SmackDown on verra ça, on verra ce fameux save, mais vu que, avec les titres par équipe, c'est en stand-by, donc on peut mettre Shotzi et Nox, mais je serais peut-être parti plus sur Storm et Morgan, mais à condition qu'on veuille bien les montrer à l'écran. Je ne sais pas ce qu'ils font avec elle. Voilà, donc ça permettrait de faire le nombre pendant le match, d'écarter Carmella et Vega, et au final, Belair va s'en sortir. KOD, Kiss of Death, et 1, 2, 3. Voilà, le match peut être bon, hein. Ça va pas être facile par contre de faire aussi bien qu'à WrestleMania, parce que ça sera l'un des grands matchs de l'année, hein, il faut le dire, lors des palmarès de fin d'année. C'est un match qui va rester le Belair Banks. Et avec une certaine émotion en plus. Là, l'émotion, elle sera moins présente, hein, ça ne sera pas le même contexte. Et puis en plus, il y a ces filles à l'extérieur qui vont peut-être provoquer quelques emmerdes, et que ça va peut-être overbooker un peu le match. Et du coup, ça risque de faire baisser le match en qualité, donc c'est ce qui me fait peur, à moins que l'arbitre décide intelligemment de dégager les 2 filles, ça serait aussi une bonne idée. Bref, on verra bien. En tout cas, j'espère un bon match, disputé dans la même veine qu'à WrestleMania, et je pense que que Belair va conserver son titre, et voilà, mais forcément Carmella et Vega vont avoir un rôle à jouer dans ce match. Allez, maintenant, on va passer au match suivant. Le match comptant pour le championnat de la WWE entre Bobby Lashley et Goldberg. Et oui, voilà, on le sentait venir, hein, c'était dans les rumeurs, hein, lorsque je vous ai fait ma review de Money in the Bank. On se disait, alors à l'époque, on pouvait dire, peut-être que ce sera Cena, peut-être que ce sera Goldberg, voilà, c'était un peu entre les deux. Et ben voilà, qu'est-ce qui s'est passé au lendemain du Money in the Bank? Eh bien, Lashley a lancé un Open Challenge lors du Raw, donc post Money in the Bank, et c'est Keith Lee qui fait son grand retour.
Voilà, on était content. En plus, j'y pensais juste avant. Je me suis dit, ah, ça serait bien que ce soit Keith Lee. Et oui, il revient. J'étais content. Et bah, j'ai vite déchanté puisqu'il se fera battre Keith Lee en 5 minutes. Voilà, par Bobby Lashley. Ah là 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 là, voilà, comme ça, voilà, c'est fait. Et Keith Lee, bah, s'éclipse pour faire place à Goldberg, bien sûr. Comme le laissaient entendre les rumeurs. Et là, Goldberg arrive et il dit I'm next, bien évidemment. Et Keith Lee, bah, merci d'être passé. Hein. Super ton retour, génial. L'euro suivant, bah, Lashley doit répondre au challenge de Goldberg, hein, puisque Goldberg, bah, oui, lui, il a lancé ce challenge. Pourtant, Lashley avait répondu sur les réseaux sociaux, il avait dit non. Il avait refusé, mais il faut quand même qu'il le dise à l'écran. Lashley dit qu'il ne va pas lui faire l'honneur de lui donner une réponse ici. C'est son ring et personne ne va lui manquer de respect. Et alors, il y a Benjamin et Alexander là, qui vont venir ensuite pour une réunion du Hard Business pour réclamer un match à Lashley. Lashley va prendre les deux à la fois, au final, dans un handicap match, ma stipulation préférée, pour les détruire, littéralement tous les deux. C'était super, on entend encore plus Benjamin et surtout Alexander. Alors lui, c'est la descente aux enfers. Je ne sais même pas pourquoi est-ce qu'ils l'ont pas release, hein, lui aussi. Hein. Franchement, pour ce qu'ils en font. MVP dans la semaine suivante. MVP qui dit que Goldberg s'est présenté sans être invité pour challenger Lashley à son titre VVE. Le Tout-Puissant a donné sa réponse. Goldberg est un Hall of Famer toujours au top, mais le problème est qu'il a challengé le Tout-Puissant. Goldberg est un gladiateur, mais Lashley est un monstre impossible à arrêter. Alors il est ici pour mettre fin à une tragédie. Si Lashley accepte le challenge, ça ne va pas bien se terminer pour Goldberg, ça pourrait même être son dernier match. MVP demande si Goldberg veut qu'on se souvienne de lui comme un champion ou comme une victime. Goldberg arrive alors et dit que si quelqu'un doit s'inquiéter de perdre quelque chose, c'est bien Lashley. Il va perdre le titre VVE, il sent que MVP et même Lashley ont peur, il sait que Lashley se questionne, est-il vraiment prêt pour un tel challenge? En plus, Lashley n'est pas chez lui ici, on est à Chicago, ce n'est pas important qu'il ait 35 ans, 45 ans ou même 105 ans, Goldberg sera toujours Goldberg. Goldberg vit par l'esprit et Lashley va mourir par le spear. C'est pour cette raison qu'il est Goldberg et à SummerSlam, Lashley is next. Goldberg s'en va, alors, en saluant son fils qui était présent au ringside, Lashley quitte le ring pour s'adresser au fils de Goldberg, mais MVP le repousse. MVP dit au fils de Goldberg que Lashley va terminer la carrière de son père. Goldberg revient en ringside et va faire son spear sur MVP pour ensuite partir avec son fils. Plus tard en interview, Lashley dira qu'il espère que Goldberg amènera son fils à SummerSlam pour le voir l'anéantir. Le match entre Lashley et Goldberg est alors officiel pour SummerSlam, sans surprise. Dans l'euro suivant, Lashley et MVP sont sur le ring. MVP demande aux fans de montrer du respect aux champions. MVP dit que lundi dernier, Lashley a été suffisamment gentil pour nous donner un grand événement pour SummerSlam. Lashley contre le Hall of Famer Goldberg pour le championnat VVE à SummerSlam. L'annonce a terminé en controverse. Il y a de fausses informations qui ont été dites et il veut clarifier les choses. Si Goldberg voulait se battre, c'était sur le ring, mais il a décidé de quitter le ring sans lever le doigt. Goldberg est revenu comme un lâche pour lui faire un spear sans aucune raison. En plus, Goldberg a menti en disant que c'était parce qu'il menaçait son fils Gage. Il est lui-même un père. Et Lashley aussi est un père. Il ne ferait jamais une chose pareille. Il disait simplement à Gage que s'il aime son père, il ferait mieux de le convaincre de ne pas se présenter à SummerSlam, sinon sa carrière serait terminée. C'est pour cette raison que Goldberg l'a attaqué. MVP dit que lorsqu'on le calomnie, on calomnie aussi Lashley. Un spear de Goldberg est comme se retrouver frappé par un camion. Il a des côtes cassées à présent. La seule chose pire qu'un spear de Goldberg, c'est un spear de Lashley. Ce sont deux hommes violents par nature, Goldberg et Lashley. Goldberg devra se blâmer pour les répercussions. Peut-être que Goldberg n'aurait jamais dû amener son fils ici. MVP se dit blessé, il ne peut plus tousser, éternuer ou rire. Le message est pour Gage. Il doit convaincre son père de ne pas venir à SummerSlam, sinon son père se fera humilier d'une manière qu'il n'a jamais vue, car Lashley va terminer la carrière de Goldberg. Le positif, c'est que Goldberg pourra aller avec son fils à tous les matchs de foot et de baseball qu'il veut, et son fils pourra regarder Raw depuis son canapé en se rappelant comment il a empêché son père d'être détruit
et humilié à SummerSlam. Lashley dit que MVP a bien raison. Goldberg ne doit pas laisser son fils regarder SummerSlam, sinon il verra la destruction. À SummerSlam, Goldberg n'est pas le prochain, il est done, il est terminé. Et dans l'Euro d'hier, Goldberg va faire une promo avant un ultime face-off avec Lashley avant SummerSlam. Goldberg dit qu'avant de parler de SummerSlam, il doit dire quelque chose d'important. Goldberg dit que la semaine dernière, MVP et Lashley ont fait une promo pour parler de paternité. Encore une fois, ils ont parlé de son fils. Alors, il s'est demandé pourquoi. Ça fait 2 ans que sa famille est établie là au Texas. Alors son fils est ici là au premier rang. Goldberg nous présente son fils Gage, Gage Goldberg. Gage est la raison pour laquelle il est sorti de la retraite. Oui, il peut aller sur internet, sur YouTube là, voir des vidéos pour voir qui était Goldberg, mais ça ne suffit pas. Il veut que son fils soit au premier rang pour voir qui est Goldberg de ses propres yeux. Alors, il a déjà fait il était là en 2017, son fils. Lors de son run précédent. Alors certes il a beaucoup changé depuis, il était un peu plus grassouillé et tout ça, mais c'était bien son fils. Donc il l'a vu son père de ses propres yeux. Bref, c'est pas grave. Bobby Lashley arrive avec MVP. MVP dit que Goldberg parle beaucoup, plus qu'avant même, et plus que ce qu'on veut entendre. Normalement Goldberg laisse ses actions parler. Alors est-ce qu'il compense pour quelque chose? Peut-être que tu réalises que tu es surpassé par Lashley. Goldberg pensait pouvoir revenir comme l'ancien Goldberg, crier, lever sa jambe et dire next, jackhammer, spear, repeat, mais devant Lashley, il a réalisé que ce serait différent. Pour la première fois, Goldberg est devant un homme plus dangereux, plus féroce, plus explosif et plus dominant que lui. Tu as dénigré le champion tout puissant de la WWE. Lashley dit alors qu'il lui a donné la chance de s'incliner et se sauver de l'humiliation, mais Goldberg est trop borné. Tu veux jouer avec tes propres règles, tes règles maison, forcément, ça gagne toujours. Mais tu veux ton grand moment à SummerSlam? Il va lui laisser la chance, ok, de pouvoir dire à ses proches que sa carrière est terminée par Lashley. Lorsqu'on entre sur le ring, on est dans la maison du Tout-Puissant. Goldberg dit que c'est de la merde ce qu'il dit. That's bullshit. Goldberg lance alors le micro au sol. Lashley veut le frapper, mais Goldberg l'évite et il lui fait un spear. Et le show se termine avec Goldberg et son fils qui célèbre sur la scène. Voilà donc c'est quand même assez répétitif, assez plat comme build-up. Il n'y a pas eu grand chose de dit finalement. C'était assez répétitif et j'étais pas très investi. Et le segment d'hier n'a fait que confirmer ma pensée et ça ne m'a pas plus donné envie de voir ce match. Et puis bon, on sait très bien. On va faire le pronostic va être rapide. Victoire de Lashley. Victoire de Lashley. Tout simplement parce que on le sait, le contrat de Goldberg c'est 2 matchs par an. Et il a déjà affronté McIntyre au Rumble. Donc c'est son dernier. Donc du coup c'est son dernier match de l'année à Goldberg. Donc il peut pas gagner le titre du coup. Voilà. Enfin, à moins d'un changement, d'une pirouette dans son contrat. Mais non, faut pas rêver. C'est le dernier match de Goldberg cette année. Donc victoire de Lashley. Faut quand même pas exagérer. Ce qui me fait juste peur, c'est la présence de Gage, du fils de Goldberg, qu'on voit beaucoup à l'écran. Qui peut d'ailleurs être une future star à l'avenir, si ça se trouve, ça sera peut-être même une star de la WWE, si ça se trouve, puisque Goldberg étant évidemment une figure de proue de la WCW à l'époque, c'était quand même une des légendes de la WCW, donc pourquoi pas avoir son fils dans quelques années, on sait jamais. Bref, mais attention au rôle de Gage, il peut avoir peut-être son petit rôle à jouer, peut-être frapper MVP, voilà. Peut-être pour que le public pop un petit peu, voilà, et réagisse. Mais bon, comme tout bon match de Goldberg qui se respecte, le pronostic, c'est que le match va être très court. 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, allez, grand maximum. Et Spear Jackhammer, voilà, les deux trois moves signature, chacun portera sa propre prise. Spear, Vertical Suplex, Dominator peut-être, et on finit avec une Hurtlock. Là, impossible de s'en dégager. Pourquoi pas? Peut-être que Gage va faire le truc classique du jeter d'éponge. Je jette l'éponge pour mon père parce que j'ai pas envie de le voir comme ça. Voilà. Bon, on l'a vu 100 000 fois, ça, le coup de l'éponge. J'espère qu'ils vont pas le faire parce que c'est du grand classique. Bref, victoire de Lashley.
je suis pas hypé, ça va être un match très court de toute façon. De toute façon, quand on a 10 matchs sur la carte, il va falloir aller assez vite. Il y a des matchs qui vont aller vite. Celui-là va en faire partie. Bliss, Doudrop, enfin Bliss, pardon, Eva Marie, pareil, ça va aller vite. Et voilà, il y a des matchs, on sait que ça va pas durer très très longtemps. Celui-là en fait partie. Allez, on va passer tout de suite à ce que je pense va être le main event, c'est sans aucun doute John Cena contre Roman Reigns, le head of the table, le tribal chief, pour le Blue Universal Championship. Voilà, bon ben, on se doutait que si Goldberg s'en prenait à Lashley, eh bien Cena s'en prendrait forcément à Reigns. Et puis bon, on a vu la fin du Money in the Bank, hein. Le grand retour de Cena, ça ne faisait de toute façon aucun doute. Alors qu'est-ce qui s'est passé au SmackDown post Money in the Bank? Eh bien Cena, déjà avant, il est venu au Raw, déjà dès le lendemain, il est venu au Raw, comme il l'avait promis. C'est pour ça qu'on avait un doute, savoir est-ce qu'il allait rester sur Reigns ou peut-être sur Lashley. Et dans sa promo, bon, en fait, il dit tout de suite qu'il challenge Reigns à SummerSlam. Au moins, c'est clair et net. Et Cena rappelle au passage qu'il avait traité Reigns de trou du cul aussi. Il dit que Reigns doit être remis à sa place et que l'expérience pathétique de Roman Reigns a duré suffisamment longtemps. Reigns est arrogant, égocentrique, surcoté, surprotégé, une gimmick surexposée qui n'est pas aussi over que ce qu'il prétend. Et c'est Cena lui-même qui le dit. Donc, quelle ironie, quoi. Si tu es bon, faut le dire, mais si tu es grand, c'est le public qui le dira. Cena dit qu'il sera à SmackDown vendredi et il a hâte de le voir. C'est le moment de passer au business. Cena revient donc ensuite au SmackDown suivant donc pour une nouvelle promo d'ouverture. Il attend la réponse de Reigns, mais Heyman viendra à la place pour dire que Reigns nous réservera sa réponse seulement en fin de show. Il déclinera finalement l'invitation et dira à quel point Cena est dépassé sans jamais se renouveler depuis 15 ans. Mais Balor arrive alors, pas surprise, pour se confronter à Reigns et dire qu'il est libre. Reigns accepte sur le conseil de Heyman et le show se termine ainsi. Donc, assez étonnant, donc Balor, Reigns et donc Cena pour l'instant n'a pas son match. Le SmackDown suivant, Cena fait une promo pour dénigrer à nouveau Reigns. Corbin l'interrompt pour tenter de se faire aider financièrement par Cena. Cena lui répondra avec un double A. Signature de contrat plus tard entre Reigns et Balor donc, sauf qu'au moment de signer le contrat, Balor se fera attaquer dans le dos par Corbin pour tenter de signer à sa place, mais Cena arrive pour se débarrasser de Corbin et signer le contrat à sa place avec un bon gros Cena au feutre bien dégueulasse là, super, un enfant de 4 ans aurait fait mieux, et Heyman en coulisses fera remarquer à Deville et Pierce, à juste titre, que c'est le nom de Balor sur le contrat. C'est Reigns contre Balor le contrat. Mais Pierce et Deville disent que tout est ok. Et que Cena affrontera bien Reigns à SummerSlam. Ah bon, d'accord. Mais c'est marqué Balor hein, sur le contrat, on est d'accord hein. Oh mais non, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Allez, hop. Allez, oust, du balai. Façon très feignante hein, de booker ce match, hein, et à nouveau un gros bras d'honneur envoyé à NXT avec Balor, hein, qu'on aurait pu croire revenu au premier plan, mais qui au final passe pour un pantin, un bouche-trou et un faire-valoir pour laisser sa place à Cena tout-puissant. J'ai vraiment vomi lors de ce segment. Le SmackDown suivant, Kayla Braxton est avec Finn Balor qui dit qu'il était prêt à signer un contrat pour le titre universel la semaine d'avant, jusqu'à ce que Baron Corbin mette son nez dans ses affaires, un contrat signé par John Cena. Lorsqu'il en aura terminé avec Corbin, il aura des comptes justement à régler avec John Cena. Balor battra au final Corbin assez rapidement et assez facilement. Après le match, Finn Balor prendra le micro et dira que s'il était passé ce qui s'était passé la semaine dernière, il y a 3 ans, eh bien il aurait souri, il aurait accepté. Sauf que là, ce Finn-là, il est mort. Finn Balor ne sourit plus maintenant, il veut affronter Roman Reigns pour le titre universel. S'il doit passer par John Cena pour le faire, alors il est prêt à le faire. La musique de Roman Reigns retentit alors et il arrive sur le ring avec Paul Heyman. Reigns dit alors à Balor qu'il a essayé de l'aider en lui donnant une opportunité, mais lorsque Balor est sur son ring, qu'il garde le nom du Head of the Table hors de sa bouche. Reigns jette alors le micro sur Balor et s'en va du ring. Les Usos s'en prennent alors à Finn Balor pour le surprendre par derrière, mais Balor réussit à prendre le dessus et fait un dive sur Jimmy Jay. Roman Reigns regarde le tout depuis la scène et il est énervé. Il monte sur le ring et s'en prend à Finn Balor, mais Reigns est ensuite aidé par les Usos et il finit par lui appliquer à Balor sa guillotine. Le show se termine ainsi. Et dans le dernier SmackDown, Cena est sur le ring et dit qu'ils ont signé pour SummerSlam. L'école va bientôt reprendre, alors il est l'heure de donner le bulletin de notes de Reigns. C'est un D comme déception, voilà. Puis avec plusieurs jeux de mots, hein, avec voilà, tête de bite,
gros con, etc., etc. Ils nous vendent Roman Reigns depuis des années, mais ça a été une grande déception. À SummerSlam, Cena lui donnera un F. John Cena joue avec la foule, puis Roman Reigns fait son entrée avec Paul Heyman et dit à John Cena de ne pas perdre son temps. Cena répond, il va pas lui faire perdre son temps, mais il attend une semaine pour lui faire honte sur la plus grande scène de toutes. Ah bon, la plus grande scène de toutes, c'est pas censé être WrestleMania? Bon, non, c'est pas. Moi, j'ai du mal à comprendre. Bref, Reigns lui demande si c'est tout ce qu'il a. Cena répond que c'est tout ce dont il a besoin. Reigns pense que c'est son show et qu'il doit faire selon ses règles. Il pense que c'est sa compagnie. Cena est le seul à pouvoir le faire taire. Il a été push pendant une décennie là, mais ça a été échec après échec. Il a construit une bulle de protection pour que personne ne puisse le battre. Alors, on a demandé à Cena de revenir pour lui botter le cul. Les fans savent qu'il reste une semaine pour choisir entre la Team Reigns et la Team Cena. Cena dit qu'il le battra à SummerSlam, hein, il battra Reigns. Il n'a pas besoin de faire ses preuves, juste de lui faire le tomber 1, 2, 3 pour devenir un 17 fois champion du monde. Ça ferait de lui le champion avec le plus de règnes mondiaux de tous les temps. Ce match serait historique. Il a juste besoin de 1, 2, 3. Roman Reigns dit qu'il n'enterrera pas son adversaire. Il n'est pas comme ça, hein, il n'est pas comme John Cena. Hein. John Cena est sans doute le plus grand de tous les temps. Il est sur le point d'être un 17 fois champion du monde. C'est le meilleur. Il pourrait prendre toutes les places du Mont Rushmore de la WWE. Reigns serait même fier de dire qu'il peut battre John Cena. Hein. Il peut jongler entre Hollywood et la WWE en même temps. Hein. Il est assez bon pour faire le main event de SummerSlam avec le Tribal Chief. Il est assez bon pour remporter le titre WWE, mais pas le titre universel. Alors si j'étais Lashley, je le prendrais mal. 20 ans de missionnaire était peut-être bon pour lui, mais pas pour Nikki Bella, visiblement. Ça, c'était une bonne line, hein, évidemment, référence à une autre phrase sur le missionnaire qui avait été prononcée quelques semaines auparavant. Voilà, ça qui avait été censuré par la suite, d'ailleurs. Reigns dit qu'il va l'écraser, rester champion, et le renvoyer à Hollywood. Cena répond que Roman Reigns a été protégé par le Shield. Il a ruiné Seth Rollins, hein, il l'a gâché. Il a fait partir Dean Ambrose. Hein, il le cite carrément. Il a fait 5 main events de WrestleMania et il a Paul Heyman ainsi que ses cousins comme laquais. Roman Reigns sera la réponse à une question triviale. Qui John Cena a-t-il battu pour devenir 17 fois champion mondial? Cena remportera le titre, franchira la barricade et sortira de l'Allegiant Stadium aussi vite qu'il pourra et peut-être lui faire un bisou de loin. Hein, petite référence bien sûr à CM Punk, Money in the Bank 2011. Balor, absent du show, hein, il faut constater, alors qu'un Triple Threat aurait peut-être pu être envisageable, peut-être une graine plantée pour Clash of Champions, le show d'après, je pense que ça va d'ailleurs être ça. Pour le build-up, j'étais un peu déçu, je trouve qu'il est un peu surévalué, ce segment entre Cena et Reigns, ce face-à-face. Je trouvais que Reigns n'était pas forcément assez badass et assez dominant comme il a pu l'être je dirais dans l'ère Thunderdome. Je l'ai trouvé un peu trop souriant, un peu presque dans ses souliers. Alors, il a été largement meilleur que lorsqu'il s'était fait détruire par Cena, hein, il y a quelques temps. Là, c'est sûr que c'est un tout autre Reigns. Ça, c'est clair qu'il est bien plus à l'aise. Mais c'était pas le vrai Reigns que j'ai pu voir ces derniers temps. J'ai trouvé encore un peu mollasson. Il n'avait pas assez de mordant dans ses promos. À part la phrase sur Bella, il n'y a pas eu grand chose. Et je trouve que Cena est à côté de ses pompes dans ce qu'il dit. Il dit des conneries. Ça aurait été un heel, j'aurais compris. Parce qu'un heel, c'est souvent de mauvaise foi, ça dit des grosses âneries, hein, évidemment. Mais c'est un heel. Mais quand c'est Cena qui dit ça colle pas. Quand il dit que Reigns c'est échec après échec. Attends, le mec, ça fait presque un an qu'il est champion universel. Vous avez vu son palmarès? Échec après échec. Il a gâché Rollins. Reigns. N'importe quoi. Il a fait partir Ambrose. N'importe quoi. Bref, tout ce qu'a dit Cena, je comprends pas en fait. C'est pas à lui de dire ça, enfin il devrait pas dire ça, ce ne sont que des mensonges en plus. Plus Cena en plus qui vient, faut le rappeler, voler à Balor son opportunité, parce qu'il l'a volé à Corbin, mais Corbin à la base il avait volé à l'opportunité à Balor, mais pour que ça colle, si on veut un vrai Cena babyface, ben Cena, il récupère le contrat des mains de Corbin et il vient le donner à Balor. Puisque c'est Balor qui doit affronter Reigns à la base. C'est son nom qui figure sur le contrat. Et que fait Cena? Il fait l'enfoiré. Il la joue perso. Et il met son nom là en gros, avec un gros marqueur là, un gros truc bien, un pâté dégueulasse là, en marquant Cena et une petite signature là.
C'est n'importe quoi. C'est ça votre Cena Babyface? Là, il fait heal hein, dans ses agissements. Hein. Aussi bien dans ce segment signature que dans cette promo avec Reigns, quoi. En disant de la merde. En disant de la merde. Un heel peut dire ça, mais pas Cena, quoi. Donc c'est pour ça que je trouve que ce segment n'était pas si bien que ça. Je pense qu'il a été pas mal salué par la critique, mais je pense que quand tu grattes, ça colle pas en fait. Je suis pas le seul à l'avoir dit. Hein. J'en ai vu plusieurs aussi contester ce segment, et je pense que les gens qui ont dit ça ont raison. C'était pas un bon segment en fait. Voilà. Et Cena finalement n'a pas grand chose à dire quoi. C'est juste des punchlines assez faciles. Et Reigns, je l'ai pas trouvé vraiment au niveau aussi quoi. Il aurait pu être bien plus dominant, badass comme il a pu l'être. Il aurait pu sortir des plus grosses punchlines. J'étais un peu déçu par le build-up au final. Ça aurait pu être mieux fait quoi. Bref, le pronostic, je vois pas trop de difficultés. Je donne la victoire à Reigns. Hein. Pour moi, Cena, voilà, c'est qu'un part-timer. Reste un acteur. Voilà, donc le voir champion, je n'y crois pas. Voilà, tout simplement. Reigns, de toute façon, voilà, il va être champion pendant encore un bon moment. Voilà, je pense. Maintenant, on va commencer à se demander, mais si Cena lui-même ne peut pas le battre, qui peut le battre? Alors évidemment, on va encore penser au Rock. C'est la seule possibilité vraiment crédible. Mais ça serait pas avant. Alors, est-ce que ce serait au Survivor Series? Parce qu'on annonce peut-être le Rock au Survivor Series. Peut-être, puisque du coup, ça nous rendrait au mois de novembre, donc dans pas si longtemps que ça. Sachant que, pour rappel, on devrait avoir Clash of Champions en septembre. En octobre, du coup, on pensait à Extreme Rules. Et ben non, Extreme Rules n'aura pas lieu, et apparemment ce sera le Crown Jewel, donc le show saoudien, en octobre, et donc en novembre, Survivor Series, et en décembre, un autre pay-per-view qui n'a pas été encore annoncé, mais a priori, ça devrait être logiquement TLC, à moins qu'ils mettent Extreme Rules à la place. Ça, on verra bien. Mais en tout cas, on parle un peu du Rock à Survivor Series, donc ce sera peut-être ça. Ce sera peut-être ça, le fameux match. Et évidemment, alors, donc victoire de Reigns, ça c'est pour mon scénario. Des interventions extérieures, peut-être que les Usos auront peut-être leur mot à dire avec les Mysterio, voilà, pour faire le nombre. Parce qu'il faut le dire, hein, il y a beaucoup de dark match ou des live events, hein, parce que maintenant les live events ont repris. Il y a eu beaucoup de matchs à 3 contre 3 entre les Mysterio et Cena contre les Usos et Reigns. Et d'ailleurs, on en a vu un à SmackDown, hein, c'était les Heels qui avaient gagné, de mémoire. Hein, les Heels qui avaient gagné. Donc voilà, ils se sont beaucoup affrontés. Donc c'est pas impossible que les Usos et les Mysterio interviennent quelque part aussi pendant le match. Ça sera peut-être un peu overbooké. Va falloir protéger tout ça. Ce qui est drôle, c'est que dans sa promo, Cena a dit beaucoup 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hein, je vais te battre en 3 secondes, hein, en gros. Je vais te faire le pin. Mais bon, il a le STF. Hein, il peut faire aussi une prise de soumission. Hein, c'est peut-être ça d'ailleurs la surprise. Ce sera qu'il gagne par soumission. Maintenant, bon, j'y crois pas trop. La défaite sera protégée sûrement. Hein, la défaite de Cena, hein, puisque je pense que ça va être Cena qui va perdre. Ça sera probablement protégé. Voilà, et il y aura de la hit, mais voilà, donc victoire de Reigns. Par contre, et puis oui, autre argument, c'est Balor. Balor qui justement, et je pense qu'il a servi à ça, il a servi pour le coup d'après. J'ose espérer en tout cas qu'il a servi pour le coup d'après, qu'il n'a pas servi juste, dire de pantin pour la construction du match de SummerSlam. Parce que s'il n'y a pas un après, ça serait un gros gâchis. Donc Balor, il attend toujours son match. Je pense que c'est le coup d'après pour affronter Reigns. C'est pour ça aussi que Cena ne gagnera pas. Voilà, on aura le Reigns Balor à Clash of Champions. Voilà, je pense que ça c'est mon pronostic pour le match d'après. Voilà, même si Balor a peu de chances de gagner, mais bon, ça, on aura largement le temps d'en reparler. Mais je pense que c'est ça l'histoire. Et peut-être aussi, pourquoi pas une intervention de Balor. Hein. Mais bon, ça serait pas très face si c'est pour faire perdre Cena. Hein. Parce qu'il a quand même les boules. C'est Cena qui lui a pris quand même aussi son opportunité. Hein. C'est pas que Corbin. Hein. Bref. Et puis bon, à propos de Corbin a quand même volé la mallette à Biggie. Ce qui m'énerve, parce que là on a l'impression de revivre le cauchemar de Otis et du Miz. Encore un vol de mallette. Et est-ce qu'ils vont pas encore nous refaire un Corbin contre Biggie pour la mallette? J'en ai marre de ça. J'en ai marre parce que j'ai l'impression qu'on repart à nouveau dans on sait pas quoi faire de la mallette, quoi. À nouveau. Comme Nikki, quoi. Qui a caché en 24 heures. Et puis pour avoir un règne qui va peut-être bientôt s'arrêter, qui va servir à rien encore. Bref, j'ai peur encore de l'utilisation de la mallette. Est-ce que Corbin ne va pas aussi y arriver après le match? Peut-être. Est-ce que Cena va mal réagir, va peut-être faire après sa défaite, va porter un STF pendant un bon moment, ou un double A, avec un Corbin, avec un Reigns qui serait KO, et peut-être un
Corbin qui va en profiter, il va essayer d'en profiter, mais Biggie va peut-être aussi vouloir arriver, mais du coup, si Corbin arrive, bah, Cena il va le voir, donc Cena il va le dégager, donc du coup Corbin il va pas pouvoir en profiter, du coup boum, double A sur Corbin, qui se retrouve encore le bec dans l'eau comme à chaque fois, il pourra pas cacher, mais de toute façon, ce serait un peu débile de faire ça, parce que jusqu'à preuve du contraire, la mallette, elle est quand même, elle appartient à Biggie, elle appartient pas à Corbin. Donc je n'espère pas, j'espère hein, vraiment que Corbin ne va pas tenter un cash-in. Ce serait débile, vraiment débile. Euh, sauf, sauf si l'idée c'est qu'il se pointe et que Biggie arrive et là l'en empêche, voilà, ou que peut-être Cena s'en occupe aussi, mais qui n'officialise pas le cash-in de Corbin, ce serait complètement n'importe quoi. Et je pense qu'il faut quand même construire d'abord quelque chose entre Corbin et Biggie autour de la mallette avant d'arriver là. Donc je pense pas forcément que le cash-in aura lieu, ou en tout cas la tentative de cash-in aura lieu à SummerSlam. Pareil pour Lashley, hein. Lashley Goldberg, ça pourrait s'écrire, ça aurait pu s'écrire avec Biggie, pour voilà, par rapport à ce qui s'est passé entre le New Day et Lashley juste avant, dans le passé, avec Kofi, etc. Et à Winning in the Bank, hein, le fameux squash, que Biggie vienne cacher sur Lashley, voilà, en vengeance. Pourquoi pas? Ça aurait pu se faire, mais là, du coup, il y a cet imbroglio autour de la mallette. La Corbin l'a prise, donc est-ce que c'est pas aussi, justement, peut-être un moyen pour empêcher le cash-in d'avoir lieu sur Lashley à SummerSlam? Je sais pas vraiment ce qu'ils veulent faire, donc ça m'embête, ça m'inquiète aussi, cette histoire de Corbin avec la mallette. Bref, va falloir voir les développements de tout ça, mais pour l'instant, je ne vois pas de cash-in, en tout cas de tentative de cash-in, ni par Biggie, et ni encore moins par Corbin. Enfin, j'espère pas. Mais voilà, en tout cas, j'espère qu'il y aura quand même des surprises dans ce pay-per-view. Ça pourrait être quand même sympa, c'est quand même l'occasion idéale de le faire. Voilà donc pour cette longue preview de SummerSlam, hein. Il y avait beaucoup de choses à dire, 10 matchs, des contextes, des pronostics, des développements. Forcément, la vidéo allait forcément être longue, hein. Je suis désolé, mais fallait en parler. J'aime bien m'étaler là-dessus, donc c'est comme ça que je procède. Et voilà, vous pouvez l'écouter en vitesse rapide hein, si vous préférez. Hein, il y a toujours des façons de faire, ou l'écouter en plusieurs fois. En tout cas, j'espère que vous écouterez cette vidéo au plus grand nombre et que vous me suivrez, que vous vous abonnerez et surtout que vous likerez les vidéos. C'est surtout ça le plus important, c'est de liker la vidéo pour ma visibilité. Je vous remercie en tout cas de votre soutien et de votre fidélité. On se retrouve bien évidemment. Alors, je pense dimanche. Je vais essayer de faire au mieux, parce que c'est pas forcément ce qui m'arrange le mieux que le pay-per-view ait lieu un samedi, parce qu'en plus il y a Takeover le dimanche, donc j'ai essayé de faire ça très vite. On va tâcher de faire cette vidéo donc dimanche, la vidéo review de SummerSlam, mais au pire ce serait lundi, mais je pense que dimanche, je vais tâcher de faire au mieux. Voilà, je vous promets rien, mais je vais essayer de le faire. Voilà, en tout cas j'espère que ça va être un bon pay-per-view, hein, même si la carte est moyennasse, on va dire, il y a 2-3 matchs qui peuvent être intéressants, mais tout n'est pas bon, hein, tout n'est pas intéressant. Donc maintenant il y a du Star Power aussi, c'est un show spécial, c'est SummerSlam quoi. Donc on peut s'attendre peut-être à un peu de magie, quelque chose, des surprises. J'ai pas parlé de Becky Lynch, ce qui pourrait, même si on se dit qu'elle serait peut-être plus de retour en octobre, donc un face-off avec Charlotte. Je pense pas, mais je pense par contre que quand Becky ça pointera, ce sera peut-être même plus pour SmackDown parce que il y a forcément hein, quand en général on rejoint son conjoint, donc c'est comme ça que ça se passe en général, donc je pense que Becky risque plus d'apparaître à SmackDown. Bon, ça c'est qu'une hypothèse, mais en tout cas surprenez-nous dans tous les sens du terme. J'espère voir des surprises. Alors bon, si c'est Great Khali, super, mais voir d'autres choses, Lesnar peut-être, ou voilà, des petits invités. Alors on sait que Gable Stevenson sera là, ce sera peut-être un segment qu'on verra. Le titre 24/7 qui risque aussi d'être là avec Reggie, voilà. Voilà, il peut y avoir d'autres choses, on verra bien, mais Cardi B bien sûr qui risque peut-être de faire son concert. Voilà tout ce qu'il peut y avoir. On se retrouve donc la semaine, ce week-end, hein, ou alors lundi prochain, pour la grande review. Portez-vous bien, salutations à toutes les personnes habituelles, hein, je vais pas les citer parce que là la vidéo est déjà trop longue. Très bonne semaine à vous, et bien entendu, n'oubliez surtout pas, et plus que jamais, vive le catch, et zéro miedo! Ciao à tous.